Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Donc, on va réaliser aujourd'hui le cinquième atelier de notre cycle de web atelier sur le parasismique. Et aujourd'hui, le sujet portera sur les structures en bois, sur un rappel des dispositions constructives et des principes de dimensionnement des structures bois en zone sismique. Donc, pour ceux qui n'étaient pas présents aux précédents ateliers que l'on a réalisés au mois de novembre, ces web ateliers sont organisés par le Centre pyrénéen des risques majeurs et en collaboration avec la DDT 65 dans le cadre du CAPRIS, le cadre d'action pour la prévention du risque sismique, à l'échelle du massif pyrénéen. Donc, cette présentation aujourd'hui va être réalisée par Monsieur William Ambert, qui est ingénieur études bois et métal chez le bureau d'études Sora et Tech, donc Société Rhône-Alpes études techniques. Voilà, nous le remercions beaucoup d'être présent aujourd'hui et de nous avoir préparé une présentation sur cette thématique. Donc, à l'image des autres ateliers que l'on a réalisés, nous allons commencer par la présentation de Monsieur Ambert, donc qui durera environ 1 heure et quart, et s'en suivra un temps de questions-réponses, durant lequel on pourra traiter les différentes questions posées. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire tout au long du webinaire dans la rubrique questions-réponses en bas de votre écran et noter vos éventuelles remarques dans le fil de la discussion. Donc, dans les jours qui suivent le webinaire, nous mettrons en ligne sur YouTube la vidéo, la retranscription de ce webinaire et l'ensemble des diaporamas présentés durant ce cycle de web atelier seront également disponibles et téléchargeables sur notre site internet. Pour petite précision, pour ceux qui ont besoin d'une attestation de présence aujourd'hui, s'il vous plaît, envoyez-nous un mail à contact@c-du6prime.org afin de nous demander votre attestation nominative et on en créera une. Voilà, je vous souhaite un bon atelier et Monsieur Ambert, je vous laisse la parole. Bonjour, si vous m'entendez bien, vous me voyez bien, c'est tout bon. Bonjour, donc avant de lancer directement le diaporama, comme c'était fait juste avant, pour me présenter rapidement, William Amberg, je suis ingénieur structure charpente, bois et métal ici au bureau d'études Sora et Tech situé à Grenoble. Je travaille en tant qu'ingénieur charpente depuis à peu près 5 ans en zone sismique, ce qui fait que la problématique de la conception sismique est quand même quotidienne. Je n'ai absolument pas la présomption d'être 100% spécialiste de la conception sismique. Par contre, l'objet aujourd'hui de cette présentation est de vous présenter les grands principes, les principes les plus importants et les problématiques les plus souvent rencontrées sur chantier pour vous aider à concevoir et à calculer. On traitera un petit peu de la partie calcul et un peu de la partie conception générale du bâtiment, de vos bâtiments en bois. On fera aujourd'hui un petit état des lieux de la réglementation actuelle et je traiterai un petit peu de la réglementation future parce que les normes aujourd'hui, les normes actuelles qui sont notamment les Eurocodes pour le dimensionnement des bâtiments en bois sont amenées à évoluer dans les prochains mois à prochaines années. Je vais pouvoir lancer mon diaporama. Tac, tac, tac. À partir du début. Voilà, donc ce diaporama est aujourd'hui présenté dans le cadre des webinaires organisés par le CPRIM et je les en remercie d'ailleurs de m'avoir contacté pour organiser cette présentation. Une présentation rapide du déroulement de ce diaporama et de cette présentation. On rappellera déjà en premier les paramètres généraux du calcul sismique. Donc, je sais que une partie de ces paramètres ont déjà été vus précédemment dans les précédentes présentations qui ont été réalisées par d'autres intervenants. On les resurvolera quand même un petit peu parce que ça fait partie des bases principales de la conception sismique. Et on traitera ensuite système constructif par système constructif, les principaux principes de dimensionnement et les points de vigilance particuliers sur lesquels il faut se poser dès la conception pour ce type de bâtiment. Pour présenter rapidement notre bureau d'études, nous sommes situés à Grenoble, le bureau d'études Sora et Tech. Nous avons aussi une agence à Annecy. C'est une entreprise qui existe depuis maintenant bientôt 30 ans, voire même un petit peu plus.
Nous sommes un peu plus d'une vingtaine de salariés entre Grenoble et Annecy, mais on fait partie d'un groupe de bureaux d'études d'à peu près 100 personnes réparties historiquement à Saint-Étienne. Mais aujourd'hui, nous avons des agences à Lyon, Valence, Clermont-Ferrand, Annecy, Grenoble et Saint-Étienne. Et donc, pour la plupart de ces bureaux d'études, mais notamment à Soreitech, nous sommes un bureau d'études multimatériaux, bois, béton et métal. Nous traitons aussi le petit génie civil. Par contre, pour ce qui est ouvrage d'art, ça sort de nos compétences, donc on se préoccupe principalement des travaux de bâtiments. Pour ce qui est de la présentation, quelles sont les normes aujourd'hui applicables pour la conception des bâtiments, mais aussi pour la conception sismique? Nous avons bien sûr les Eurocodes, qui sont les normes européennes, auxquelles s'ajoutent des annexes nationales. Donc les Eurocodes 0 et 1, qui sont les Eurocodes communs à tous les matériaux et qui définissent les règles de calcul. Nous avons ensuite les Eurocodes 2 à 4 qui traitent des différents matériaux, notamment tout ce qui est acier, béton. L'Eurocode 5 qui traite de la conception des structures en bois et l'Eurocode 8 qui traite de la conception sismique pour l'ensemble des matériaux. Nous avons ensuite les DTU, notamment les DTU 31.1 à 31.3 qui traitent des parties de charpente. Et concernant plus spécifiquement la conception sismique, nous avons l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite à risque normal. Voilà, donc ça, c'est les principaux documents qu'il faut avoir sur le coin du bureau quand on fait de la conception sismique. On y trouve la majeure partie des informations, même si on verra par la suite que l'Eurocode aujourd'hui, sur la partie bois, est quand même assez succinct puisqu'il s'étend sur 8 pages, alors que les Eurocodes béton et métal s'étendent de mémoire sur plus de 200 à 300 pages. Pour ce qui est, donc on va maintenant balayer les paramètres généraux de la conception sismique. Quels sont les principaux paramètres qui vont impliquer une certaine conception de notre bâtiment? C'est la zone sismique, ensuite la catégorie d'importance du bâtiment, la classe de sol et le coefficient de comportement. Si on commence par la zone sismique, vous avez déjà dû voir cette carte plusieurs fois. Il y a un décret qui définit zone par zone, alors pour le CI, c'est ville par ville, le risque sismique en France, selon 5 zones de sismicité, sachant qu'en France métropolitaine, on retrouve uniquement les zones 1 à 4 qui correspondent à une zone de sismicité très faible pour la zone 1 et une zone de sismicité moyenne pour la zone 4, dans laquelle on retrouve notamment Lourdes et Grenoble, mais aussi une partie des Alpes du Sud et l'extrême sud de l'Alsace. La catégorie de sismicité 5, elle, cependant, ne se retrouve que dans des territoires d'outre-mer, la Guadeloupe et la Martinique, notamment. Comment savoir dans quelle zone sismique se trouve votre bâtiment? Il y a un site qui est plutôt bien fait à ce sujet-là, qui est affiché en haut, georisque.gouv.fr. Il suffit de rentrer le nom de votre commune et ça va vous indiquer immédiatement tous les risques qui sont recensés sur votre commune, notamment le risque sismique. Et on peut voir ici sur l'image, par exemple, en tapant la ville de Lourdes, on voit que la ville de Lourdes ressort en zone 4 moyenne, qui est la zone à risque la plus élevée en France, qui, comme on l'avait vu avant, contient principalement les Alpes et les Pyrénées. Une fois qu'on a la zone sismique de notre bâtiment, la catégorie d'importance de notre bâtiment va aussi avoir son importance. Cette catégorie d'importance, attention, elle n'est pas à confondre avec la catégorie d'ERP, parce que souvent, quand on pose la question quelle est la catégorie d'importance de votre bâtiment, on nous répond une catégorie d'ERP, ERP pour établissement recevant du public. Donc, c'est des catégories bien distinctes qui n'ont rien à voir, si on peut dire. Ces catégories d'importance, elles vont de 1 à 4. 1 correspond donc globalement à des hangars et des bâtiments agricoles, pour faire simple. 2 à des bâtiments d'habitation individuels ou à des ERP de type 4 ou 5. Ensuite, nous avons la catégorie d'importance 3, qui regroupe les ERP type 1, 2, 3, et notamment tout ce qui est école ou bâtiment d'habitation, avec pas mal de logements, par exemple. Bon, après, il faut rentrer dans le détail, mais ça, c'est pour les grands principes. Et la catégorie d'importance 4, elle, qui concerne notamment casernes de pompiers et hôpitaux. Donc, c'est tout ce qui sont les bâtiments indispensables à la sécurité civile. Nous avons donc ces deux premiers paramètres. Le troisième paramètre
Alors, une fois qu'on a ces deux paramètres, une fois qu'on connaît notre zone sismique ainsi que notre catégorie d'importance, nous avons ce tableau qui résume très facilement pour nous expliquer si un calcul sismique est nécessaire. Donc, si on prend un exemple ici pour le calcul d'une école à Lourdes, une école est un bâtiment de catégorie d'importance 3 en zone sismique 4, ce qui impose, donc l'Eurocode impose de réaliser un calcul de ce bâtiment à l'Eurocode 8 en utilisant une certaine accélération qui est de 1,6 mètres par seconde au carré. Donc, dans ce cas-là, le calcul sismique est obligatoire. Cependant, si on veut construire, par exemple, un hangar agricole à Lannemezan, Lannemezan est situé en zone sismique 3 et les hangars agricoles sont, quelle que soit la zone sismique, dans tous les cas, on n'impose pas de calcul sismique pour ce type de bâtiment. Et donc, à ce moment-là, on peut dimensionner notre bâtiment sans prendre du tout le risque sismique en compte. Après, le maître d'ouvrage peut faire le choix de nous demander expressément de calculer ce bâtiment au séisme en nous imposant à ce moment-là une accélération qui correspond la plupart du temps à celles qui sont données dans le tableau ici. Enfin, nous avons la catégorie de sol, enfin la classe de sol de la parcelle sur laquelle est situé notre projet. Cette classe de sol est définie par l'étude géotechnique, donc réalisée par un géotechnicien. Ces classes de sol vont globalement de A à E. Pour ma part, je n'ai jamais rencontré de sol de classe S1 ou S2. A correspondant généralement à des bâtiments extrêmement durs de type rocher et E correspondant à des sols avec énormément d'alluvions. Et on peut retenir qu'un sol de catégorie A va être globalement plus favorable, c'est-à-dire qu'on aura un petit peu moins d'efforts en catégorie A, enfin même beaucoup moins d'efforts en catégorie A qu'en catégorie E pour des bâtiments courants, sachant que la catégorie qu'on retrouve le plus couramment, en tous les cas dans les Alpes, est la classe de sol C, qui est globalement une moyenne, un effort moyen. Enfin, et c'est là que rentre le calcul en structure bois, comme vous l'avez vu certainement dans d'autres matériaux, si vous avez suivi les autres webinaires, il y a un coefficient de comportement à appliquer. Ce coefficient de comportement, qui s'appelle Q, comme pour les autres matériaux, s'étend de 1,5 à 3, suivant le type de conception de notre bâtiment. L'Eurocode européen tolère des valeurs qui vont jusqu'à 4 ou 5, mais l'annexe nationale française limite ces valeurs de coefficient de comportement à une valeur de 3. Donc, on a ici le coefficient de comportement qui va de 1,5 à 3. Il est divisé suivant 3 classes de ductilité. Alors, les classes de ductilité, c'est assez important, vous le verrez dans la suite de cette présentation, parce que ça va définir le type de dimensionnement qu'on va réaliser sur notre bâtiment. Ces classes de ductilité sont classées de DCL pour une classe de ductilité basse, DCM pour une classe de ductilité moyenne et DCH pour une classe de ductilité haute. À quoi correspondent ces 3 abréviations? La classe DCL, donc classe de ductilité basse ou ductilité limitée, implique que la conception de notre bâtiment va être réalisée pour éviter les ruptures fragiles de nos assemblages. On reviendra un peu plus tard sur la notion de rupture fragile. La classe de ductilité moyenne va faire que les dispositions visent à mettre en œuvre la structure en état de supporter quelques cycles de déformation post-élastique répétés ou alternés de faible amplitude. Donc, DCM correspond à une dissipation. En fait, on va essayer de dissiper un petit peu d'énergie, enfin le plus possible, mais un petit peu d'énergie dans nos assemblages, notamment, on le verra après, pour que le bâtiment amortisse, finalement, si on peut dire, les déformations et les efforts du bâtiment. Et nous avons ensuite la classe de ductilité haute. Et dans ce cas-là, on reprend un peu le principe de la classe de ductilité moyenne, mais on cherche vraiment à dissiper le maximum de quantité d'énergie dans la structure pour diminuer au maximum les efforts qui sont appliqués dans les éléments de la structure. Alors, ce tableau-là, il est tiré d'un guide du FCBA auquel je fais beaucoup référence
dans cette présentation qui présente ici les évolutions qui sont prévues à ce jour, donc qui ne sont pas encore réglementaires, mais les évolutions qui sont prévues pour le coefficient de comportement Q, que l'on voit ici dans les colonnes de droite, en fonction du type de bâtiment. Parce que par exemple, aujourd'hui, les bâtiments qui sont en CLT, qu'on traitera à la fin de ce document, ne sont pas cités dans la norme actuelle. Donc, on voit que pour les bâtiments de CLT, il est proposé de dimensionner nos bâtiments en classe de ductilité DCM ou DCH. Et à ce moment-là, si on dimensionne en classe DCM, il faudra lui appliquer un coefficient Q égal à 2. Et si on dimensionne en classe DCH, il faudra lui appliquer un coefficient Q égal à 3. Et on retrouve ici pour chaque type de structure les coefficients de comportement à appliquer. Une fois qu'on connaît notre type de conception de bâtiment, donc globalement des murs ossature bois, du poteau-poutre encastré ou des bâtiments en CLT pour les plus courants, nous allons donc pouvoir choisir ici notre coefficient Q de base pour le calcul. Mais là où intervient la partie architecturale de ce calcul, c'est que pour pouvoir prendre ce coefficient qui est un coefficient maximum, il faut que notre bâtiment soit régulier en plan. Si notre bâtiment n'est pas régulier en plan, on va voir juste après à quoi correspondent les critères de régularité, la valeur de ce coefficient va être diminuée de 20%. Et il faut savoir que plus on diminue ce coefficient Q, qui est ici donc, en France une valeur maximale de 3, plus l'effort sismique va augmenter. Donc notre objectif, d'un point de vue conception sismique et calcul, c'est d'avoir un coefficient Q. Alors, ce n'est pas forcément un objectif, mais plus haut sera notre coefficient Q, moins on aura d'efforts à reprendre dans notre structure. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Et donc, si on a un bâtiment irrégulier en plan, on va diminuer notre coefficient Q et donc on va augmenter les efforts dans la structure. Dans tous les cas, même si on a un bâtiment irrégulier en plan et qu'on prend le coefficient le plus petit, on peut partir sur une base pour le coefficient Q qui est égal à 1,5. À quoi correspond un bâtiment irrégulier en plan ? Donc, une structure elle est considérée régulière en plan si toutes les conditions suivantes sont réunies. Donc, la position des raideurs latérales ainsi que les masses est approximativement symétrique dans les deux plans orthogonaux. Donc, si on découpe notre bâtiment en 4, il faut globalement que nos masses et nos murs de contreventement ou nos éléments de contreventement soient répartis de manière égale dans chacun de ces quarts du bâtiment. La configuration du bâtiment est-elle compacte? Alors, ça, c'est une notion tout petit peu plus compliquée à comprendre, mais si on prend la vue en plan de notre bâtiment et qu'on trace un polygone qui passe par tous les angles de ce bâtiment, ça va nous faire un premier polygone. Et si on trace un polygone qui passe, lui, par tous les angles du plancher de ce bâtiment, parce que le bâtiment peut avoir des formes un peu différentes que celles de la forme du plancher, on le verra juste après. Si le diaphragme du plancher correspond à moins de 95% de la surface globale du bâtiment, à ce moment-là, notre bâtiment n'est pas considéré régulier en plan. Donc, on verra ça juste après par un petit schéma. La raideur des planchers doit être suffisamment importante comparée à la raideur latérale. Donc ça, on verra que c'est globalement quelque chose qui est assez souvent vérifié à partir du moment où nos planchers ne sont pas pleins de trous comme dans un gruyère. À partir du moment où on a un plancher qui se tient à peu près à tous les murs, cette condition-là, aujourd'hui, est quand même souvent respectée. Et l'élancement de la structure doit être inférieur à 4. Donc, la longueur divisée par la largeur du bâtiment doit être inférieure à 4. Donc, si on a un bâtiment qui fait 10 mètres de large, il ne pourra pas faire plus de 40 mètres de long, sans quoi il faudra prendre des dispositions spécifiques qu'on verra juste après. Donc, pour reprendre chacun de ces points de manière un peu plus imagée, pour la régularité en plan et donc la position des raideurs latérales, on voit ici sur le schéma de gauche que si on trace un axe vertical qui passe par le milieu du bâtiment et un axe horizontal, on voit que la position des contreventements, le nombre de contreventements et leur longueur est à peu près identique dans les 4 quarts du bâtiment. On voit ici que le centre de masse de notre bâtiment se situe à peu près au centre et le centre de raideur, lui, va se situer à peu près au centre du bâtiment. Et l'objectif en conception, qu'elle soit sismique, mais ça peut être aussi certaines fois le cas pour le vent, c'est d'avoir un centre de raideur et un centre de masse qui se situent à peu près au même endroit. A contrario, on voit ici des bâtiments non réguliers en plan, donc on voit que la raideur, donc
tous les contreventements du bâtiment. Donc là, il s'agit de vue en plan. Donc on regarde le bâtiment par-dessus sur un niveau. Ici, on voit que les raideurs du bâtiment sont concentrées principalement dans cet angle inférieur gauche. Donc le centre de masse de notre bâtiment, lui, est très certainement au milieu. Par contre, le centre de raideur se situe très certainement du côté de ce qu'on pourrait appeler une cage d'escalier, par exemple. Et donc, plus cette distance entre le centre de raideur et le centre de masse est grande, plus on va avoir de la torsion dans le bâtiment. Et la torsion est un élément qui est extrêmement défavorable au calcul sismique. On voit ici exactement le même principe sur ce bâtiment, où on aurait par exemple un mur plein à l'arrière du bâtiment et ici une cage d'escalier, une cage d'ascenseur. Le centre de raideur de notre bâtiment va être quasiment collé ici à l'arrière du bâtiment, et donc les façades ici qui sont à l'avant vont avoir tendance à se déformer énormément, ce qui va amener énormément d'efforts dans nos éléments de contre-emploi. Ici, on revient sur la notion du diaphragme de plancher qui doit correspondre à au minimum 95% du diaphragme formé par du polygone formé par le bâtiment. Donc on voit qu'ici, notre plancher qui est représenté en vert foncé de notre bâtiment, et ici, en vert clair, le polygone qui passe par l'ensemble, excusez-moi, des angles du bâtiment. Et on voit que la surface qui est ici, qui n'est pas un plancher, correspond à moins de 5% de la surface totale de cette surface. Donc, dans ce cas-là, on peut considérer que notre bâtiment est régulier en plan. Par contre, s'il y a un décroché beaucoup plus important, la surface ici, qui n'est pas couverte par le plancher, est supérieure à 5% de la surface du polygone tracé autour du bâtiment. Et dans ces cas-là, notre bâtiment est considéré irrégulier en plan. Donc, le but est de limiter les décrochés de ce type en plan comme en élévation sur les bâtiments pour favoriser leur comportement sismique. Quelles sont les formes favorables à un bon comportement sismique? Globalement, les bâtiments qui en plan sont carrés, rectangulaires, hexagones, enfin en tous les cas les polygones réguliers et les parallélogrammes, à partir du moment où ils ne sont pas trop écrasés, si on peut dire. Et quelles sont les formes défavorables à un bon comportement sismique? Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, les structures, donc les bâtiments dont la longueur est supérieure à 4 fois la hauteur ou la largeur du bâtiment. Donc, on regarde bien vue en plan le bâtiment ici. Les bâtiments qui ont beaucoup d'angles intérieurs, donc typiquement les bâtiments en croix ou en L, et les bâtiments qui ont des grandes cours intérieures, par exemple, parce qu'on va avoir des concentrations de contraintes qui vont se faire ici dans les angles du bâtiment. Et donc, ce type de forme-là est à éviter en conception sismique. Cependant, ce n'est pas parce que ces formes-là ne sont pas idéales qu'on ne peut pas du tout faire de bâtiments qui ont ces formes-là en zone sismique. Par contre, il faut prendre des dispositions pour améliorer le comportement de notre bâtiment, qui sont globalement en zone sismique, de créer des joints de dilatation. Donc, pour un bâtiment dont la longueur serait supérieure à 4 fois la largeur, la solution, par exemple, est de venir créer un joint de dilatation à peu près au milieu du bâtiment. Bon, après, on peut le déplacer au tiers, 2 tiers, tout en respectant cette règle de 1/4. Pour les bâtiments en croix, on va diviser et séparer chaque aile de notre bâtiment. Donc là, c'est un des découpages possibles, mais on aurait pu aussi mettre un joint de dilatation ici. Ou alors, si l'aile centrale respectait la règle des 1/4, on aurait pu éventuellement laisser cette partie-là en un morceau et puis faire 2 petites ailes, une en haut, une en bas, séparées par des joints de dilatation. Pour les bâtiments en carré avec des cours intérieurs, on va séparer chaque aile. Donc là aussi, c'est un joint de dilatation arbitraire qui peut être déplacé tout en essayant à chaque fois, évidemment, de respecter les autres critères. Attention, l'épaisseur, donc la largeur d'un joint de dilatation entre 2 bâtiments doit être supérieure au déplacement de la structure. On voit souvent que par défaut, des joints de dilatation sont donnés. Alors en zone sismique, on part généralement sur 4 cm par défaut. Cependant, sur des bâtiments en charpente métallique ou en charpente bois, on peut avoir des des déplacements qui sont supérieurs à ces 4 cm. Par exemple, si on prend le bâtiment qui est ici, on peut imaginer qu'au calcul sismique, ce bâtiment situé à droite va avoir un déplacement de 3 cm de gauche à droite. Idem pour le bâtiment à gauche, il peut se déplacer de 3 cm à gauche ou 3 cm à droite, ce qui fait que la largeur du vide qu'il devra y avoir entre les 2 bâtiments sera égale à 3 cm plus 3 cm, soit 6 cm de joint de dilatation entre les 2 bâtiments.
Donc, la largeur du joint de dilatation doit être donnée en fonction du déplacement calculé des bâtiments. On a aussi ici d'autres exemples voilà, pour découper des bâtiments en U, des bâtiments en L, des bâtiments qui seraient ici alors en forme de chevron, c'est assez rare, mais voilà, c'est pour donner un grand principe de conception. Ensuite, une fois qu'on a vu ce problème de régularité en plan, il y a la question de la régularité en élévation qui se pose. Alors, la régularité en élévation, elle ne va pas avoir d'influence sur le coefficient de comportement Q. Cependant, on verra après qu'elle peut nous imposer de faire un calcul 3D sur notre bâtiment, ce qui peut être assez défavorable. Donc, une structure est considérée régulière en élévation si les conditions suivantes sont réunies. Donc, tous les éléments de contremanquement doivent être continus depuis les fondations jusqu'au sommet du bâtiment, donc comme on peut le voir ici en bas à droite du bâtiment. Donc, l'objectif, c'est de superposer les parties pleines, donc les murs de contremanquement ou les croix de Saint-André sur nos façades. La raideur latérale et la masse de chaque niveau doivent demeurer constantes ou réduites de manière progressive, c'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir, par exemple, les 3 premiers niveaux qui sont extrêmement lourds et extrêmement contreventés, et ensuite avoir au-dessus 3 niveaux tout petits, très peu contreventés. Le rapport entre la résistance effective et la résistance exigée de chaque niveau ne doit pas varier de manière disproportionnée. Donc, là, on parlait de raideur et là, on parle de résistance, enfin de raideur et de masse et de résistance. Donc, il faut faire attention aux 2 cas. Et les retraits, donc là, si on regarde notre bâtiment en élévation, il y a certaines formules assez simples à respecter pour que notre bâtiment soit considéré régulier en élévation. Ici, quelques exemples de bâtiments réguliers en élévation, typiquement les bâtiments qui ont une forme un peu pyramidale, les bâtiments qui ont une masse et des raideurs importantes à la base et puis qui s'affinent vers le haut, comme on peut le voir ici. Et quels sont les bâtiments qui ont un comportement défavorable, voire extrêmement défavorable d'un point de vue comportement sismique? C'est les bâtiments qui ont des masses en hauteur, les bâtiments qui ont des niveaux extrêmement rigides et des niveaux extrêmement souples. Et voilà, et on retrouve ici les bâtiments avec des masses en hauteur suivant plusieurs configurations, typiquement un château d'eau en zone sismique et la forme quasiment la plus défavorable qu'on puisse faire. Attention au niveau transparent, donc ça, ce n'est pas directement lié, on va dire, à la modélisation sismique, mais par contre, ça peut avoir de très, très fortes conséquences sur les efforts à reprendre dans notre structure. Donc, typiquement, une maison sur pilotis, si elle est conçue sans aucun contreventement sur la partie basse qu'on voit ici, elle est extrêmement défavorable d'un point de vue sismique. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour que ce niveau qu'on voit en bas, on verra juste sur la diapositive juste après, soit contreventé suffisamment pour qu'on ait une raideur qui soit à peu près semblable sur la partie haute de notre maison et sur la zone de pilotis. On a aussi, comme on l'a vu, donc des bâtiments avec des charges en hauteur ou les bâtiments qui sont faits sur les premiers niveaux uniquement avec des poteaux. C'est des formes qui sont assez défavorables d'un point de vue conception sismique. Tout ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas construire des bâtiments de ce type-là. Par contre, ça veut dire qu'il faut prendre des dispositions particulières et être conscient qu'il peut y avoir un surcoût important à rendre ces bâtiments stables d'un point de vue sismique. On voit ici sur un sisme à San Fernando en 1971, on voit que le bâtiment qu'on imagine ici, un hôtel avec des grandes salles de réunion avec peu de poteaux et de contreventements en partie basse, et au-dessus un bâtiment plus rigide avec des trames de poteaux plus régulières, et ben on voit que la partie la plus rigide n'a pas bougé, et c'est uniquement le niveau bas qui a plié au moment du séisme. Donc, quels sont... alors, attention au phénomène de poteaux courts. Donc, on a le système, on a la maison sur pilotis qui déjà doit être correctement dimensionnée. Mais il faut faire attention parce que si, par exemple, on a une maison sur pilotis qui est disposée sur un terrain en pente, on a ce qu'on appelle un phénomène de poteaux courts, c'est-à-dire qu'on aura des poteaux qui seront plus courts que d'autres du fait de la dénivellation du terrain. Et cette configuration-là va entraîner que les poteaux les plus longs, étant plus longs, ils vont se déformer plus. Et il va y avoir une torsion qui va se faire, une rotation d'ensemble qui va se faire du bâtiment
depuis les poteaux les plus longs vers les poteaux les plus courts. Donc, on va tourner finalement autour de ces poteaux les plus courts. Et donc, ces poteaux vont concentrer des efforts extrêmement importants, la plupart des efforts sismiques. Et donc, dans ce cas-là, ce qui est préconisé, c'est de venir contreventer, toujours pareil, la partie basse, pour que les efforts de contreventement soient diffusés au mieux dans l'ensemble des poteaux. On a ici aussi les bâtiments qui ont des niveaux intermédiaires plus hauts que les autres. Et bien, ces niveaux-là seront plus flexibles et donc ils concentreront une bonne partie des contraintes. Et on a aussi le phénomène de poteaux courts peut aussi se retrouver dans des bâtiments où ici, par exemple, on aurait des dalles ou des poutres qui arriveraient sur un même poteau central. Et donc, on voit qu'ils seraient cisaillés au niveau de tous les demi-niveaux. On n'a pas de diaphragmes qui se font face. Et donc là, le poteau va être cisaillé au niveau de chaque niveau, ce qui est extrêmement défavorable. Donc, quelles sont les solutions à ce phénomène? Pourquoi on fait ces rappels un peu généraux? Parce qu'en construction de bois, par exemple, la maison sur pilotis est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Et souvent, on les voit en première conception sans aucun élément de contreventement en partie basse. On veut vraiment voir sous la maison. Ça, c'est extrêmement compliqué à faire. Il faut souvent, un minimum, mettre des portiques de stabilité qui sont généralement en acier ou alors des croix de Saint-André qui sont plus fines mais qui sont extrêmement efficaces. Donc ici, une maison sur pilotis, on va venir lui mettre des murs pleins au niveau des pilotis, alors soit des murs, soit des croix de Saint-André, pour venir stabiliser cette partie basse et ainsi diffuser au mieux les efforts dans le niveau inférieur qui était très souple à l'origine. Pour le bâtiment avec un poteau commun, la solution peut être aussi de remplacer ce poteau par des voiles, parce que les voiles, alors il faut qu'ils soient suffisamment épais, mais permettront de transférer un petit peu mieux les efforts que les poteaux, ou alors de créer, comme on l'a vu tout à l'heure, un joint de dilatation entre les deux bâtiments pour qu'il y ait un comportement qui soit vraiment indépendant de part et d'autre. Une fois qu'on a traité tous ces critères et qu'on a vérifié si notre bâtiment était régulier en plan ou en élévation, l'Eurocode indique, enfin même impose, un certain type de calcul en fonction du type de structure. C'est-à-dire que si notre bâtiment est régulier en plan et en élévation, on peut faire des justifications au calcul qui se limitent globalement à un dessin en 2D en appliquant une force latérale en haut de chaque niveau. C'est une méthode qui est relativement simple à appliquer. Par contre, on peut voir que dans le cas où notre bâtiment n'est pas régulier en plan et non régulier en élévation, à ce moment-là, une analyse spatiale et modale, donc qui impose globalement une modélisation 3D et modale, c'est-à-dire qu'on va agiter notre bâtiment avec un certain nombre de modes pour le faire rentrer en résonance et trouver le dimensionnement le plus dimensionner le bâtiment selon sa déformation et ses efforts les plus défavorables. Donc attention, toutes ces questions de régularité en plan ou en élévation peuvent induire des surcoûts importants d'un point de vue modélisation et dimensionnement sismique, parce que dans les cas les plus simples, la vérification reste assez aisée. Cependant, sur des bâtiments irréguliers en plan et en élévation, le calcul se trouve tout de suite beaucoup plus compliqué. Une fois qu'on a ces 4 paramètres, on va donc avoir notre spectre de réponse sismique. Donc ici, je vous ai mis quelques spectres de réponse sismique pour que vous ayez un peu une idée des efforts que cela peut engendrer dans la structure. Donc ici, par exemple, pour une école située à Lourdes avec un sol de classe C, ce qui est le plus courant, qu'on dimensionnerait avec un coefficient 1,5, l'accélération à prendre en compte au calcul, l'accélération maximale, sera de 4,8 mètres par seconde au carré. Si on voit qu'on passe d'un coefficient 1,5 à un coefficient 3, par exemple, on crée ici une maison en ossature bois avec des murs contreventés en OSB cloués, cette accélération va passer de 4,8 à 2,4 mètres par seconde au carré. Donc globalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on dimensionne notre bâtiment avec un coefficient 3 plutôt qu'un coefficient 1,5, on va diviser par 2 les efforts appliqués à notre structure. Et donc, si on divise par 2 les efforts appliqués à notre structure, on va voir en partie une diminution, on va simplifier un petit peu les assemblages et donc ça peut être une source un petit peu d'économie sous certaines mesures. Ici, dans ce cas-là, je n'ai pas modifié le coefficient de comportement, mais j'ai modifié la classe de sol. Et on peut voir que si on est sur un sol de classe A, qui est donc un sol type rocheux, et un sol de classe E, qui lui est plein d'alluvions,
L'accélération va passer de 3,2 à 5,7. Donc là, on va presque doubler aussi les efforts en passant d'un sol de classe A à un sol de classe E. Donc cette hypothèse de classe de sol est à connaître assez rapidement au moment de la conception parce que ça peut avoir des gros impacts sur le calcul de la structure. On va passer maintenant vraiment à la partie bois. Alors la partie avant était un peu plus généraliste, mais comme on va le voir, une bonne conception d'un bâtiment, donc ça rentre en particulier, ça dépend du matériau, mais ça dépend aussi de sa géométrie. Donc on a parlé avant de la partie géométrie. Maintenant, on va parler un petit peu plus de la partie matériaux. Donc, on a principalement 4 principes constructifs en bois. Le premier est la conception à mur ossature bois, donc qu'on peut voir ici, qui se caractérise généralement par des diaphragmes cloués en plancher comme en mur. Actuellement, la norme actuelle autorise à dimensionner ces bâtiments avec un coefficient de comportement Q maximum de 3 en classe de ductilité haute. On a ensuite les structures poteau-poutre articulées. Donc là, le coefficient Q maximum est un coefficient de 2 en classe de ductilité moyenne. Ce type de bâtiment, globalement, se traduit par des poteaux-poutres articulés, comme on l'a vu avant, mais est contremonté la plupart du temps par des croix de Saint-André ou des butons et des tirants en toiture, comme on peut le voir ici. On a des systèmes de contreventement par butons en toiture et des croix de Saint-André en façade. Nous avons ensuite le poteau-poutre encastré, donc qui s'apparente très fortement au poteau-poutre articulé, sauf que ici, dans le plan du portique, on peut voir, alors on ne voit pas très bien l'image, mais qu'on a des couronnes de boulons ici qui correspondent à des encastrements entre les poteaux et les poutres, donc les arbalétriers dans ce cas. Et dans ce cas-là, dans la direction du portique, donc les efforts qui seront appliqués dans la direction de ce portique, on peut prendre un coefficient de comportement qui est égal à 2,5 en classe de ductilité DCM. Par contre, attention, on voit qu'entre portiques, on a des croix de Saint-André. Et dans ce cas-là, pour les efforts qui sont perpendiculaires à nos portiques et qui s'apparentent donc à une structure poteau-poutre articulée, eh ben, il faudra se ramener un coefficient de comportement Q pour les poteaux-poutres articulés. L'Eurocode aujourd'hui autorise de prendre 2 coefficients de comportement différents dans le cas où on a 2 systèmes constructifs différents dans un sens ou dans l'autre. Et nous avons enfin les bâtiments CLT, dont CLT pour Cross Laminating Timber. Ce sont des bois lamellés croisés. Donc, finalement, on superpose des couches de bois massifs croisés, donc une couche sur 2 à 90 degrés par rapport à la couche précédente, et qui sont généralement de 3, 5, 7, 9, voire plus de couches. Et à ce moment-là, pour ces bâtiments, on les verra à la fin, le coefficient de comportement préconisé, alors qui n'est pas traité dans l'Eurocode, mais dans les autres documentations techniques, est donné à 2, et il est préconisé de les dimensionner aujourd'hui en classe de ductilité DCM. Pour les bâtiments de type ossature bois, quel est leur fonctionnement? Donc, le principe d'un bâtiment à ossature bois, c'est d'avoir donc des murs et des planchers considérés comme pleins. Une fois qu'on va appliquer l'effort sismique ici au niveau des diaphragmes de plancher ou de toiture, donc l'effort sismique qui est représenté ici par des flèches violettes, va être transmis via le diaphragme ici qui doit être rigide vers les raideurs latérales, donc les murs latéraux. Donc, on verra juste après, donc une fois que ces efforts sont transmis au mur, il en résulte des efforts de cisaillement ici en pied de mur et de soulèvement compression. On verra un petit peu après, mais pour que cette transmission d'effort se fasse bien, il faut que notre diaphragme ici soit rigide. Alors, à quoi sert ce diaphragme? On voit ici ce petit schéma. Si on prend notre bâtiment, mais qu'on ne lui met pas de plancher rigide ou de toiture rigide en tête, quand on va appliquer un effort sur un des murs, ce mur-là va plier sous l'effort, mais ne va pas transmettre correctement les efforts aux murs latéraux et donc va avoir tendance à tomber comme un château de cartes. L'objectif du diaphragme rigide, qu'on vient mettre ici en tête de nos murs, est de transférer l'effort sismique appliqué perpendiculairement à nos façades sur les murs latéraux, qui sont parallèles à cet effort, donc qui sont les murs ici. Et exactement le même principe si on a un effort qui vient
ici de la droite du schéma, c'est les murs qui sont parallèles à cet effort qui vont reprendre le contre-emploi. Enfin, qui vont reprendre ces efforts et les transmettre au niveau inférieur, aux fondations. En élévation, c'est exactement le même principe. On voit ici que si sur ce bâtiment qui ne contiendrait pas de diaphragmes verticaux, donc de murs de refend ou de murs de façade rigide, si on applique ici une charge latérale, qu'elle soit de vent ou de séisme, le bâtiment va avoir tendance à s'écrouler comme un château de cartes. Par contre, si on crée des murs de refend qui sont alors pleins, donc l'objet n'est pas forcément d'avoir des murs qui sont pleins sur toute la longueur du bâtiment, mais si on vient créer ici des portions de murs qui sont rigides sur les différents niveaux, l'application de cet effort va résulter par une transmission des efforts qui sera bien mieux et qui limitera énormément les déformations de la structure. Donc ce diaphragme ici, il faut qu'il soit rigide. Un diaphragme horizontal, donc de plancher et de toiture, est dit rigide s'il respecte deux règles principales. La première, c'est que les ouvertures n'affectent pas de façon significative la rigidité d'ensemble en plan des planchers et que tous les bords des panneaux de voile travaillant qui ne sont pas fixés sur des éléments structureux doivent être supportés et fixés par des entretoises transversales. Donc, pour le premier point, aujourd'hui, l'Eurocode dit que les ouvertures ne doivent pas affecter de façon significative la rigidité, mais ne précise pas exactement à quoi cela correspond. Donc, c'est un peu sujet à interprétation. Donc, l'objectif est évidemment de ne pas avoir une ouverture qui soit immense ici au centre de notre bâtiment pour que ce diaphragme transmette bien les efforts. Donc, si on crée des trémies dans nos planchers, l'objectif est d'en le faire le moins possible et de limiter au maximum leur surface. Il y a cependant des principes qui sont proposés par l'UFCBA dans leur documentation, je vous la présenterai à la fin de la présentation, qui proposent ici de vérifier la raideur des planchers, enfin le fait qu'ils soient rigides ou pas. Et donc, ça permet de savoir si on a vraiment des grosses ouvertures, d'essayer quand même de vérifier que notre diaphragme est dit bien rigide. Pour le deuxième point, on le verra juste après, mais c'est que globalement, en zone sismique, et ça c'est un point facile à vérifier, les bords de nos panneaux alors généralement c'est de l'OSB, mais ça peut être autre chose, le bord des panneaux d'OSB doit être cloué sur un élément bois, donc que ce soit une solive, un chevron ou autre chose, sur les quatre côtés. Et donc généralement, nos panneaux bois sont bien cloués sur les solives et les chevrons, mais on voit quand même assez peu souvent ces entretoises qui sont perpendiculaires aux solives ou aux chevrons et qui doivent porter les bords des panneaux qui ne sont pas directement appuyés sur les éléments porteurs. On verra après avec un petit schéma. Quelle peut être la composition des diaphragmes rigides en plancher en toiture? Ça peut être des lames de bois massif, du lami-bois, contreplaqué, OSB, pas d'autres particules. Ces panneaux doivent être posés à minima sur 3 appuis et la présence d'entretoises est obligatoire sur les bords des panneaux perpendiculaires aux éléments porteurs. Donc ça revient exactement à ce que je vous ai expliqué avant. Et comment sont fixés ces panneaux sur les éléments porteurs? Ça peut être par pointe, agrafe ou vis. L'anthrax de ces pointes, agrafes ou vis est fixé par l'Eurocode en zone sismique et doit être au maximum en rive des panneaux, donc sur les 4 côtés au bord de nos panneaux, de 150 mm entre les organes d'assemblage. Et sur les solives intermédiaires, donc si notre panneau porte sur 3 solives, sur les 2 solives de rive, par exemple, on devra se fixer avec un anthrax de 150 mm. Et sur la solive intermédiaire, il est toléré que cette distance soit, il est même demandé que cette distance soit égale à 2 fois l'anthrax sur les rives du panneau. Donc c'est 300 mm maximum. Comme je vous l'ai dit, voilà, il n'y a pas de règle permettant la gestion des ouvertures dans les planchers. Donc pour ça, si on a vraiment un doute, il faut se rapporter aux documents complémentaires proposés par le FCBA. Ici, quelques illustrations. Donc tous les panneaux doivent être supportés. Donc on voit par exemple ici que si on a un solivage dans ce sens, donc à l'horizontale sur le schéma, notre panneau devra bien être fixé sur chaque solive, mais également ici on va rajouter des éléments bois entre chaque solive pour pouvoir clouer notre panneau sur tous ses côtés. Ces entretoises doivent avoir un rapport hauteur sur largeur qui est inférieur à 4 et doivent être mises en place sous les murs de contre-emplant. Donc évidemment, si on a un mur qui tombe sur notre plancher, il faut bien prévoir aussi de mettre des entretoises en dessous pour pouvoir bien transférer l'effort au diaphragme.
La continuité des poutres doit être assurée autour des trémies. C'est qu'ici, par exemple, si on a un solivage vertical sur notre bâtiment, on crée ici une trémie pour un escalier, et ben, on devra avoir ici des entretoises qui seront perpendiculaires à nos solives et qui iront de façade à façade pour bien transmettre les efforts sismiques jusqu'au mur parallèle à nos solives dans ce cas-là. Et enfin, il ne doit pas y avoir de changement de direction des poutres au droit d'un contreventement dans le cas d'un plancher rigide. Donc, on ne peut pas changer le sens de notre solivage au droit d'un mur de contreventement parce que ça entraîne un mauvais comportement sismique de notre bâtiment. Il y a ensuite voilà, des petites règles concernant les majorations des efforts de clouage. On ne va pas les traiter ici, mais je les ai quand même mis pour indication. Donc ici, on en revient à nos histoires d'entretoises. Donc ici, on a nos solives, par exemple, qui portent notre plancher, notre panneau d'OSB, et on voit qu'entre chaque solive, on va devoir venir mettre en place ces entretoises, dont la largeur doit être minimum égale à 1/4 de leur hauteur, pour pouvoir clouer notre panneau. Donc ici, on a une coupe dans l'autre sens, pour pouvoir venir clouer nos panneaux entre eux sur un élément et ne pas laisser ces deux bords de panneaux dans le vide, si on peut dire, entre deux solives. Voilà, donc ensuite, concernant le calcul de la rigidité des diaphragmes, il y a des méthodologies de calcul qui sont proposées par le Codifab. Vous pouvez les trouver très facilement sur Internet, parce qu'aujourd'hui, ce calcul n'est pas expressément décrit dans l'Eurocode. Ensuite, une fois qu'on a notre diaphragme rigide en plancher ou en toiture, il va falloir transmettre ces efforts dans nos murs ossature bois. Cet effort, il se caractérise, s'apparente à une force latérale qu'on va appliquer ici en tête de notre mur ossature bois. Cette force latérale, on va la retrouver ici sous forme, on va dire, de glissement au pied de notre mur ossature bois. Donc, si on applique ici 1 tonne d'effort horizontal en tête de notre mur, on va retrouver 1 tonne ici à diffuser soit sur le mur inférieur, soit sur la fondation, le long de cette lisse basse. Et ensuite, étant donné qu'on applique cet effort à une certaine hauteur, on a un effort de soulèvement. Donc, dans le cas d'un effort dans cette direction, on va avoir du soulèvement qui va se faire au niveau de cet appui-là et de la compression qui va se faire au niveau de cet appui-là. Au séisme, il faut bien avoir conscience que les efforts peuvent être dans une direction ou dans l'autre, alternativement. C'est-à-dire que si on a du soulèvement ici, il faut prévoir qu'on a le même soulèvement sur l'assemblage opposé de notre mur de contreventement. Donc ça, c'est le grand principe de la constitution sismique. Si on regarde une façade type d'une maison ossature bois, par exemple, aujourd'hui, l'Eurocode impose de ne pas considérer les zones d'ouverture, alors les allèges et les linteaux des ouvertures, comme contreventantes. C'est-à-dire d'un point de vue calcul, on considère que la zone qui est ici vaut 0 et que c'est uniquement les zones pleines situées entre ces ouvertures qui participent au contreventement. Donc ici, le linteau de la porte n'est pas considéré au contreventement. Et ici, donc on a 3 zones principales de contreventement qui sont prises en compte par le calcul. Et ici, comme notre panneau d'OSB a une largeur inférieure à 1/4 de la hauteur, il n'est pas considéré non plus d'un point de vue résistance sismique. Donc les panneaux qui vont être considérés au calcul sismique sont uniquement les 1, 2, 3, 4, 5 panneaux qu'on peut voir ici. Comme on l'a vu juste avant, au pied et à l'extrémité de chaque élément de contreventement, on va retrouver des efforts de soulèvement et de compression. Donc, en zone sismique, une maison ossature bois doit avoir, sauf cas extrêmement particuliers, des ancrages anti-soulèvement au droit de chaque ouverture, à partir du moment où on a un panneau plein qui sépare ces deux ouvertures. L'effort de cisaillement, donc de glissement, lui est repris par généralement un chevillage qui est réparti linéairement le long du mur. Ce chevillage, on le fait généralement d'un ancrage de 60, 120, 180 cm. Donc ça pour un ancrage de montant de 60, mais globalement, on en met un tous les 1, 2 ou 3 montants. Par contre, l'ancrage anti-soulèvement, lui, doit être mis à chaque extrémité de voie de travaillant. Donc, comme je vous l'ai dit, la version actuelle de l'Eurocode impose de ne pas considérer les zones de mur comportant des ouvertures, quelle que soit leur taille. Il y a cependant des méthodes de calcul qui sont proposées par le FCBA et qui devraient normalement être traitées dans la nouvelle version de l'Eurocode, qui proposeront de prendre en compte, de mémoire, une partie des panneaux situés en allège des ouvertures, qui aujourd'hui, comme on l'a vu, ne sont pas du tout considérés au calcul.
La règle primordiale dont il faut se souvenir, c'est qu'un diaphragme de mur n'a d'effet que si sa largeur est supérieure à un quart de la hauteur du mur. Par exemple, pour un mur qui fait 2,4 mètres de haut, donc un niveau à peu près courant, si la largeur du panneau bois, donc du panneau de contreventement, est inférieure à 60 cm, à ce moment-là, par exemple ce cas-là, ici on aura un niveau de 2,40 m et on peut imaginer ici que cette largeur fait 40 cm. À ce moment-là, on considère que ce panneau de contreventement n'a aucune raideur. Et à ce moment-là, c'est comme si pour nous, on avait une ouverture d'un point de vue calcul. Et les DTU préconisent, dans leur règle de calcul simplifiée, de placer à minima 2 murs pleins de 1,20 m de large par façade et par mur de refend. Évidemment, ça c'est pour une maison courante. Après, sur des bâtiments plus gros, l'objectif à garder, c'est qu'il faut à minimum essayer de garder 2 zones de murs contreventantes, donc comme on l'a vu en respectant cette règle des 1/4, 1,20 m, on va dire que c'est le minimum. Si on peut avoir plus, évidemment, c'est mieux. Quel type de panneau est admissible pour le contreventement en mur ossature bois? Donc les panneaux de particules qui ont une masse volumique d'au moins 650 kg par mètre cube, les panneaux de contreplaqué qui ont une épaisseur de moins de 9 mm, et les panneaux de particules et de fibres qui ont une épaisseur de moins de 13 mm. Aujourd'hui, dans la version actuelle des Eurocodes, il n'y a pas de mention explicite des panneaux en OSB. Cependant, il est admis et toléré par certaines publications que les panneaux qui ont une épaisseur supérieure à 12 mm soient admis au calcul sismique. Donc, si vous prenez un panneau qui a une épaisseur supérieure à 12 mm pour vos murs en ossature bois, à ce moment-là, ils seront acceptés d'un point de vue justification sismique. Donc, comme on peut le voir ici sur ce mur ossature bois, donc ici, on peut voir qu'en partie, notre bâtiment n'est pas régulier en élévation parce qu'on a ici des murs de contreventement qui ne se superposent pas du tout avec les murs de contreventement du niveau inférieur. On voit que pour chacun de nos murs du niveau supérieur, à chaque extrémité de ces murs et des parties contreventantes, nous avons dispositionné des feuillards destinés à reprendre les efforts de soulèvement. On a en plus ici, mais ils ne sont pas indiqués sur cette élévation, un vissage régulier tout le long de cette lisse qui nous permet de reprendre les efforts de glissement ou de cisaillement. Et au niveau du dessous, on a exactement le même principe à l'extrémité de chaque portion contreventante. Alors pourquoi est-ce qu'on a coupé ici notre bâtiment en plein milieu? C'est justement parce qu'on a un joint de dilatation ici qui se retrouvait ici, notamment pour des raisons acoustiques. Et donc à chaque extrémité de nos panneaux de contreventement, on va avoir des ancrages anti-soulèvement qui sont dispositionnés ici par les petits rectangles en fonction de leur couleur dépendant du soulèvement à reprendre. Et on voit qu'ici, ça joue à quelques millimètres, mais le panneau qui est ici a une largeur qui est supérieure à 1/4 de la hauteur, donc il est considéré d'un point de vue sismique en contreventement, alors que le panneau qui est situé ici à gauche du plan a une largeur qui est inférieure à 1/4 de la hauteur. Ça joue à très peu, mais c'est suffisant pour que ça ne soit pas admissible. Et à ce moment-là, celui-ci ne reprend pas de contreventement. On lui a quand même disposé un élément anti-soulèvement ici, tout simplement parce que le mur qui est situé au-dessus de lui ramène un effort de soulèvement, et donc cet effort de soulèvement, il faut le transmettre à la fondation. Donc, ce qu'il faut retenir globalement en mur ossature bois, en conception d'ossature bois, c'est l'importance des liaisons. Attention aux liaisons de reprise de cisaillement en haut et en bas des murs, que ce soit entre murs ou au niveau des planchers murs ou des murs sur les fondations. Attention au couturage. Donc, le couturage, c'est le clouage, vissage ou agrafage des panneaux sur les éléments de structure. Donc, que ce soit le couturage des diaphragmes horizontaux et verticaux. Attention aux ancrages anti-soulèvement entre niveaux, parce que des fois, on les voit clairement au niveau des fondations, mais entre niveaux, on a tendance, ça arrive qu'ils ne soient pas mis en place. Donc, les ancrages soulèvement au niveau des sous-bassements béton. Quelques petits exemples. Donc ici, c'est présenté dans le catalogue Simpson. Ici, par exemple, on a un feuillard qui est utilisé en face intérieure du mur pour transmettre les efforts de soulèvement appliqués ici au mur inférieur. Ici, on a des systèmes d'équerre qui ressemblent à ça, un peu renforcés, avec des tiges traversant le plancher pour reprendre cet effort de soulèvement. Donc ici, un zoom sur le feuillard. Et ici, on a des équerres intérieures au mur ou disposées sur le côté des montants pour se cheviller ou s'accrocher dans les fondations.
Attention, les ancrages ont des résistances un tout petit peu différentes en fonction de s'ils sont disposés à l'intérieur des murs et en fonction du nombre de vis ici que l'on a sur le bas de notre mur. Ici, c'est un test qui a été réalisé par le FCBA sur un calcul sismique de murs ossature bois. Et on voit clairement qu'on dissocie les éléments qui reprennent le cisaillement, donc ici un chevillage régulier dans la lisse basse, et les ancrages qui reprennent le soulèvement au droit des ouvertures, comme on peut le voir ici sur la droite de l'image. Maintenant, pour la partie un petit peu calculatoire, je suis désolé, il y a un petit peu plus de texte sur les 3 prochaines diapos. Comme on l'a vu, les murs ossature bois peuvent être dimensionnés en classe d'utilité H ou M. Et le choix de cette classe d'utilité, il va se faire en fonction de la manière dont on va pouvoir dimensionner nos assemblages. Si on dimensionne notre bâtiment en classe d'utilité M, il va falloir que les assemblages suivants soient dimensionnés comme dissipatifs. Les assemblages donc, entre les panneaux de contreventement et l'ossature, donc typiquement le clouage de nos panneaux OSB sur les montants ossature bois. Les assemblages reprenant l'effort tranchant entre les murs inférieurs et supérieurs, ainsi qu'entre le mur et les fondations. Donc, typiquement, c'est ce qu'on a vu ici, celui-ci par exemple. Et les assemblages reprenant le soulèvement au niveau des montants d'extrémité, des murs et des ouvertures. Donc en classe d'utilité M, ces assemblages-là vont devoir être dimensionnés afin de dissiper l'énergie. On verra juste après à quoi ça correspond. Cependant, en classe d'utilité M, tous les autres éléments structuraux et assemblages doivent être dimensionnés avec un coefficient de surrésistance suffisant. C'est-à-dire que tous ces assemblages-là, on va optimiser leur résistance pour que leur résistance se rapproche au plus de l'effort appliqué au séisme. Cependant, tous les autres assemblages de la structure vont devoir être surdimensionnés pour être sûr qu'au moment où on va avoir un effort sismique qui va être appliqué à notre bâtiment, les efforts se dissipent bien dans les assemblages qu'on a choisis comme dissipatifs et pas dans les autres assemblages. Donc, typiquement, tous les assemblages entre les panneaux de contreventement et les solives, les assemblages entre le diaphragme de plancher et les murs, les assemblages entre les murs perpendiculaires, les panneaux de contreventement eux-mêmes, c'est-à-dire que sur un mur ossature bois, on va faire en sorte que le couturage, donc le clouage de ces panneaux dissipe de l'énergie. Par contre, on ne veut pas que notre panneau OSB casse avant le couturage, ce qui rendrait évidemment caduc le principe de contreventement. Et tous les éléments d'ossature, donc idem pour les montants d'ossature bois, on ne veut pas qu'ils cassent avant nos clous. À l'échelle des assemblages, cela signifie qu'on veut éviter à tout prix les ruptures par traction ou arrachement des vis et chevilles, et les ruptures en traction et cisaillement de nos plaques métalliques, donc de tous les assemblages métalliques qu'on pourrait utiliser. Il y a aussi la possibilité de dimensionner nos structures ossature bois en classe d'utilité H. Et donc dans ces cas-là, en classe d'utilité H, les assemblages dissipatifs sont les assemblages entre les panneaux de contreventement et l'ossature. Et tous les autres éléments structuraux et assemblages doivent être dimensionnés avec un coefficient de surrésistance. Donc voilà, vous avez ici, je ne vais pas les relister, mais tous ces autres assemblages-là doivent être surdimensionnés par rapport à l'effort que nous donnerait par exemple un modèle de calcul qui ne prend pas en compte ces coefficients de surrésistance. À quoi correspond donc un assemblage dissipatif? Un assemblage dissipatif, on va essayer de le dimensionner pour qu'il ait une rupture ductile. C'est-à-dire qu'à contrario des ruptures fragiles, où c'est l'élément bois qui va céder par écrasement, principalement, on va essayer de faire globalement tordre nos tiges, donc que ce soit nos clous, nos tiges filetées, nos boulons. On va essayer de les faire tordre dans l'assemblage. On veut que ce soit cet élément d'assemblage qui casse ou qui dissipe de l'énergie en premier, parce que c'est cet assemblage-là qui permet d'avoir une plastification et donc de dissiper de l'énergie. Donc ici, on a les exemples en simple cisaillement et ici en double cisaillement. Et c'est à chaque fois la même chose. En fait, on veut faire plastifier notre tige métallique pour dissiper l'énergie. On voit ici à quoi correspond cette rupture ductile. C'est que si ici, on applique un effort de traction sur cette chaîne, l'objectif, c'est que notre assemblage à nous soit dimensionné de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il soit ductile et qu'il vienne dissiper l'énergie qu'on applique à notre structure pour limiter les efforts appliqués dans nos assemblages. Donc, si on dimensionne notre mur ossature bois en classe de ductilité DCH, les zones dissipatives vont correspondre au couturage périphérique des murs ossature bois. Donc, on peut voir ici encadré en rouge.
Et pour dissiper les efforts dans ces assemblages, il y a la nécessité d'attendre la plastification des couturages de panneaux. Donc l'objectif, c'est que ces assemblages-là, quand on leur applique l'effort maximal, les tiges viennent plastifier, donc commencent à se tordre pour dissiper l'énergie. Il faut donc surdimensionner l'ensemble des autres assemblages afin d'atteindre cette plastification, donc notamment les assemblages en cisaillement au niveau de la jonction entre murs et sur le soubassement, et les assemblages anti-soulèvement qui doivent être disposés à droite et à gauche de chaque ouverture. À quoi correspond une rupture fragile et une rupture ductile un peu en image? Donc ici, c'est pareil, c'est sur des essais qui ont été faits par le Codifab, si je ne me trompe pas. Ici, par exemple, on essaie de calculer notre mur en classe de ductilité DCH. Donc ici, ils ont fait un essai sur un mur ossature bois sur un banc d'essai. On voit que c'est l'ancrage anti-soulèvement qui a cassé le premier. Or, en classe de ductilité DCH, on veut uniquement que ce soit le couturage de nos panneaux qui cède en premier. Et donc, dans ce cas-là, le dimensionnement en classe de ductilité DCH n'est pas admis. Et donc, on aurait dû dimensionner notre bâtiment en classe de ductilité DCM, si je ne me trompe pas, parce qu'en classe de ductilité DCM, on permet de dissiper un petit peu d'énergie dans les ancrages anti-soulèvement. Ce qu'on veut atteindre, c'est ce qu'on voit ici, c'est que les clous, alors ici c'est un petit peu extrême, le panneau s'est complètement détaché, mais c'est que les clous qui fixaient les bords de notre panneau se tordent et qu'on obtienne finalement un glissement entre chaque panneau intermédiaire du mur ossature bois pour diffuser un maximum d'énergie. Il y a un petit problème sur l'écriture, excusez-moi. Donc, concernant ce coefficient de surrésistance des assemblages, il n'est pas aujourd'hui clairement traité dans les 8 pages de l'Eurocode bois, enfin l'Eurocode 8 sismique chapitre bois, quel coefficient il faut prendre. Donc, ce qui est préconisé aujourd'hui, c'est d'utiliser le paragraphe 4.4.2.5 qui traite des diaphragmes horizontaux pour tous les types de structures et qui dit les diaphragmes et les entretoisements dans les plans horizontaux doivent pouvoir transmettre avec une surrésistance suffisante les effets de l'action sismique aux divers contreventements auxquels ils sont liés. Donc l'objectif, c'est de surdimensionner nos assemblages avec un coefficient gamma D qui est à prendre avec une valeur de 1,3 dans le cas où on souhaite que nos éléments surdimensionnés, donc c'est notre cas ici, aient une rupture fragile, et un coefficient de 1,1 dans le cas où on souhaite que ces assemblages dissipent de l'énergie en prenant un coefficient de 1,1. Cela correspond donc à majorer les efforts de calcul dans les diaphragmes et liaisons avec les murs. On a aussi une autre partie de l'Eurocode, de la zone commune de l'Eurocode 8 qui traite des ancrages et qui dit que ces ancrages sont à surdimensionner par un coefficient oméga multiplié par ce gamma RD qu'on a vu juste avant. Et ce coefficient oméga correspond à un rapport entre la résistance de notre mur de contreventement par rapport à l'effort qui lui est appliqué. Dans tous les cas, on peut prendre une valeur de ce rapport oméga qui est toujours inférieur au coefficient de comportement de notre bâtiment. Donc, la règle qui est proposée par le Codifab est la formule suivante, c'est-à-dire qu'on va multiplier l'effort calculé dans notre panneau, enfin dans notre assemblage, par le coefficient oméga, donc on trouve la formule ici, et le multiplier à nouveau par le coefficient gamma RD, pour lequel on va prendre un coefficient de 1,3 parce qu'on cherche à plastifier les efforts, à dissiper les efforts dans nos couturages, par exemple, mais on souhaite que les autres ruptures atteignent une rupture fragile, mais sous un effort beaucoup plus important qu'on va à minima surdimensionner de 30%. Donc ici, c'est un exemple qui est proposé par le Codifab dans leur présentation, c'est-à-dire qu'on a exactement le même bâtiment avec les mêmes sollicitations sismiques, qu'on va dimensionner avec un coefficient Q est égal à 3 et un coefficient Q est égal à 1,5. On voit que pour un coefficient Q égal à 3 sur ce bâtiment, on va avoir un effort sismique résultant en tête de mur qui va être de 5 kN, et pour un coefficient Q de 1,5, on va avoir un effort sismique de 10 kN. Donc, comme on l'a vu juste avant, si on multiplie par 2 notre coefficient de comportement, on divise par 2 notre effort appliqué au niveau de nos panneaux. Donc, on voit dans ce cas-là que la résistance de notre voile est de 10 kN. Donc ici, notre panneau de contreventement et notre couturage va travailler à 100%. Dans ce cas-là, il va travailler à 50%. Et l'objectif de cette diaporama est de montrer que ici,
Si on applique cet effort de 5 kN en tête de notre mur, donc on va avoir 5 kN à reprendre en cisaillement ici en pied du mur, mais on va aussi avoir 5,8 kN de soulèvement et de compression à reprendre ici à chaque extrémité de notre mur, dans le cas d'un coefficient Q est égal à 3. Si on calcule ce même mur avec un coefficient Q est égal à 5, cet effort de soulèvement, par simple règle de résistance des matériaux, va être de 11,6 kN. Et si on applique sur ce mur les formules préconisées, on voit que notre ancrage anti-soulèvement ici, que l'on va devoir surdimensionner par un coefficient oméga plus gamma RD, l'effort de soulèvement à reprendre ici dans notre assemblage sera en réalité pas de 5,8 kN, mais de 15,1 kN. Donc on multiplie presque par 3 l'effort pour être sûr que cet assemblage cède après la plastification des éléments de contreventement. L'objectif aussi, quand on a un coefficient Q égal à 3, et ce n'est pas le cas ici, c'est d'optimiser le couturage de notre panneau OSB pour que notre mur ossature bois travaille au plus proche des 100%, pour faire diminuer ce coefficient oméga et donc diminuer un petit peu ici l'effort de soulèvement à reprendre. Mais on voit que dans ce cas-là, par exemple, malgré le coefficient Q divisé par 2, l'effort de soulèvement à reprendre dans notre ancrage réellement sera exactement le même malgré l'effort sismique, enfin le coefficient Q différent, tout simplement parce qu'on n'a pas optimisé ici le taux de travail de notre panneau de notre mur ossature bois. Donc l'objectif, quand on dimensionne avec des coefficients d'utilité hauts, c'est de plastifier, c'est de faire travailler nos murs au plus proche des 100% de trop de travail pour diminuer les efforts à reprendre dans le reste de la structure. On passe maintenant aux structures poteau-poutre. Donc la structure poteau-poutre, comme on l'a vu avant, c'est une structure qui est articulée en tête comme en pied et qui est le plus généralement contreventée par des croix de Saint-André. On peut tout à fait contreventer une partie de ces structures avec des murs ossature bois, par exemple. Cependant, dans le cas où on mixe les types de contreventement, le coefficient Q qui doit s'appliquer est le coefficient Q le plus bas des deux types de structures. Les structures poteau-poutre sont composées de poteaux et de poutres assemblés de manière articulée avec des organes métalliques de type tige principalement. Donc, comme on l'a vu avant, on peut mixer les systèmes de stabilité et les règles de dimensionnement en capacité. C'est exactement comme pour les murs ossature bois, c'est de garantir la plastification des organes d'assemblage. Et donc, si on veut que nos efforts plastifient dans les organes d'assemblage, on va faire en sorte que les éléments bois qui supportent notamment ces assemblages cèdent, soient bien plus résistants que notre assemblage. Parce que évidemment, si on dimensionne un assemblage pour qu'il plastifie, mais que l'élément bois cède avant que l'assemblage puisse plastifier, tous ces efforts seront encore une fois caduques. Donc, comme on l'a vu avant sur ce type de structure, l'objectif est quand même de transmettre les efforts horizontaux qui soient de sismique ou de vent, principalement par des croix de Saint-André. On peut voir sur cette structure qu'on avait prévu à la conception de venir mettre en toiture des croix de Saint-André ici sur 2 travées dans une direction et 2 travées dans l'autre direction, et qu'une vue en plan d'implantation montre que ces croix de Saint-André descendent bien sur les murs au droit de chaque travée de croix de contreventement en toiture. J'attire ici votre attention sur l'interaction entre les bureaux d'études structure bois et bureaux d'études structure béton. J'ai la chance de travailler dans un bureau d'études où on fait plusieurs matériaux et donc les interactions sont plus faciles à voir. Mais typiquement sur ce bâtiment, le bureau d'études de charpente bois en phase d'exécution a décidé de supprimer des croix de Saint-André en toiture pour faire une économie parce qu'il jugeait qu'il n'avait pas besoin de cette croix supplémentaire en toiture pour reprendre ses déformations et ses efforts, quitte à surdimensionner un petit peu les croix conservées. Cependant, au niveau des fondations, si cet effort qui initialement était divisé sur 2 travées de croix de Saint-André symétriques, si on supprime une travée de croix de Saint-André en toiture comme en mur, on va avoir un petit peu de torsion qui va se faire dans notre bâtiment parce que la croix n'a pas été recentrée après, et on va avoir des efforts de soulèvement qui seront bien plus importants à reprendre dans les fondations. Et certes, on a une petite économie d'un point de vue charpente. Par contre, on peut avoir plusieurs mètres cubes de béton à couler en plus pour reprendre cette suppression de croix en toiture. Quels sont les points de vigilance particulières pour les structures poteau-poutre? Notamment faire attention à la canonicité des assemblages. On va voir ça juste après. Il faut chercher la rupture ductile des assemblages. Attention aux possibles inversions d'efforts sous cas de charge sismique.
Typiquement, pour les assemblages traditionnels, on peut aussi avoir des efforts de soulèvement, on va voir ça juste après. Et attention à la position des croix de Saint-André ou des contreventements, parce que comme on l'a vu avant, si elles sont mal positionnées, elles peuvent entraîner de la torsion dans le bâtiment. Et aussi, comme on l'a vu juste avant, je vous expliquais, si une croix de Saint-André est soulevée ou si, est supprimée, ou si elle est mal positionnée sur notre bâtiment, il faut éviter de positionner les croix de Saint-André aux extrémités de nos bâtiments, tout simplement parce que souvent, sur la plupart des structures, les poteaux situés en rive de nos bâtiments sont moins chargés, parce qu'ils reprennent moins de charge. Et si on vient positionner notre croix de Saint-André en extrémité de bâtiment, on va venir soulever la fondation de ce poteau qui est peu chargé, et donc on aura plus de béton à mettre au niveau de la fondation pour reprendre cet effort de soulèvement. Donc attention à ne pas avoir des efforts de soulèvement qui sont complètement inconsidérés. Vous verrez dans la conclusion qu'on a eu une fois une mauvaise surprise à ce sujet. La canonicité des nœuds, c'est quoi? C'est tout simplement que l'axe de nos barres doivent se croiser en un nœud identique. Comme on peut le voir à gauche, ici, on a une petite distance qui sépare le croisement de nos deux diagonales avec le croisement de notre poutre porteuse. Ici, ce petit excentrement peut entraîner des moments, donc des efforts complémentaires extrêmement défavorables dans notre assemblage. Et donc, il est préférable de se retrouver comme ici, où l'axe de nos barres, que ce soit en toiture, en mur ou peu importe, que l'axe de nos barres soit bien canonique et donc arrive bien en un nœud commun pour l'ensemble des barres. Attention à l'inversion des formes. Donc, typiquement, une ferme de charpente traditionnelle qui est ici dimensionnée avec un embrayement initialement. Sous quelle charge sismique, sous quelle charge courante, cet arbalétrier généralement reprend des efforts de compression. Cependant, en zone sismique, il se peut que cet assemblage finisse par reprendre un effort de traction. Et donc, à ce moment-là, il est préconisé de venir mettre des dispositifs permettant de reprendre cet effort de traction parce que ces boulons ne sont généralement pas prévus parce qu'un assemblage traditionnel n'en a pas forcément besoin. Mais en zone sismique, l'inversion des efforts peut impliquer la nécessité de rajouter ce type d'assemblage. Maintenant, pour ce qui est du système poteau-poutre encastré, voilà, on retrouve principalement le même principe que sur le poteau-poutre articulé. Donc les portiques avec encastrement sont constitués d'éléments en bois avec des assemblages semi-rigides entre tous les éléments réalisés par des organes métalliques de type tige. Les assemblages entre les poteaux et les fondations peuvent être soit articulés, soit semi-rigides, soit encastrés, sachant que les articulations en structure bois entraînent des efforts assez importants souvent à reprendre dans les éléments en bois. Et donc, si on peut les éviter, ça permet quand même souvent de faire des économies d'un point de vue cubage de bois. Comme ici, on peut les dimensionner soit en classe de ductilité DCM, soit en classe de ductilité DCH. Donc, en classe de ductilité DCM, l'objectif pour garantir la planification des assemblages, c'est que les éléments bois, donc les poutres, doivent être dimensionnés en surrésistance, avec un coefficient de surrésistance suffisant comme on l'avait avant. Et les règles de dimensionnement en capacité pour la classe de ductilité H, c'est les mêmes règles qu'avant, sauf que de plus, seules les structures encastrées avec des assemblages à ductilité élevée, donc, par exemple mettre des dispositifs spéciaux entre les joints, poteaux, traverses, spécifiquement conçus pour atteindre une ductilité élevée, sont autorisés. Donc, on peut voir que c'est un cas qui est quand même assez précis et difficile à obtenir. Pour ma part, je n'ai jamais eu à le traiter. Enfin, on va traiter rapidement des bâtiments en CLT, donc du bois lamelé croisé en panneaux. Les bâtiments CLT ils sont composés en zone sismique de murs qui ont une épaisseur minimale de 60 mm pour les murs et 18 mm pour les diaphragmes horizontaux, sachant que 18 mm, ça correspond à un panneau d'OSB ou un panneau, mais pas un panneau de CLT, parce que de mémoire, l'épaisseur minimum d'un panneau de CLT est de 60 mm. L'ancrage des murs aux fondations doit être réalisé au moyen d'assemblage mécanique et doit empêcher efficacement le basculement ou le glissement. Donc, on voit qu'on se rapporte toujours au même principe de conception qu'un bâtiment en ossature bois. Les ancrages reprenant le basculement doivent être placés aux extrémités des murs et des ouvertures, donc, pareil que pour les murs ossature bois, tandis que les assemblages reprenant le cisaillement doivent être répartis uniformément sur la longueur du mur, exactement comme les murs ossature bois. Chaque élément de mur doit avoir une largeur d'au moins le quart de la hauteur, toujours pareil.
et doit être connecté aux autres éléments au moyen de joints verticaux réalisés par vis ou par pointe, par exemple. Donc, ces panneaux de CLT ont des dimensions de fabrication en largeur qui vont de 2,4 à 3,6 mètres de large, à peu près, et des longueurs de fabrication qui vont jusqu'à 20 mètres de mémoire. L'objectif, c'est de venir disposer ces panneaux verticalement côte à côte et de bien les assembler entre eux par vissage. Donc, on verra ça juste après. Les aimants individuels ayant une largeur inférieure au quart de la hauteur entre étages ne doivent pas être considérés comme participants à la stabilité. Exactement le même principe que pour les murs ossature bois. Les diaphragmes de plancher ou de toiture sont réalisés au moyen de panneaux CLT assemblés ensemble au moyen de joints horizontaux par vis ou pointe. Les panneaux de plancher reposent sur les murs ou la poutre sur lesquels ils sont assemblés. Les murs reposent sur des panneaux de plancher type plateforme et sont assemblés au mur de dessous, assemblés sur les murs de dessous. Et des plats continus pointés sur les panneaux peuvent être utilisés pour reprendre le basculement. On aura juste une deux illustrations juste après. Ces bâtiments peuvent être dimensionnés en classe de ductilité M ou classe de ductilité H. Donc, les règles de dimensionnement principales sont les suivantes en classe de ductilité M. C'est que les murs de contreventement sont composés d'un ou plusieurs panneaux assemblés entre eux par des joints verticaux rigides. Les bâtiments CLT doivent être considérés comme des structures de type boîte afin de garantir ce comportement. Certains éléments structuraux doivent être comme des zones dissipatives et d'autres non, et dimensionnés avec une surrésistance suffisante. Les assemblages dissipatifs doivent comporter des organes de type tige mis en œuvre perpendiculairement à la traction de l'effort de cisaillement. Donc là, attention, en CLT, il est bien précisé que les assemblages qui reprennent du cisaillement doivent être disposés perpendiculairement à l'effort. Les éléments structuraux qui doivent être dimensionnés en surrésistance pour les bâtiments CLT sont globalement tous les murs et les planchers. Les assemblages entre les panneaux de plancher adjacents pour limiter leur glissement, les assemblages entre les panneaux de plancher et de murs, et les assemblages entre les murs perpendiculaires. Les assemblages qui, eux, doivent être dimensionnés de manière dissipative en classe de ductilité M sont les assemblages qui reprennent le cisaillement entre les murs et les planchers, les ancrages reprenant le basculement, donc le soulèvement. Et lors de ces dimensionnements, comme on l'a vu juste avant, les modes de rupture fragiles à proscrire donc pour les autres, pour les assemblages dissipatifs, c'est les ruptures par traction et traversée de la tête du boulon de la vis et les ruptures ou traction en cisaillement des assemblages. Évidemment, les modes de rupture tels que le fendage, rupture de bloc et traction perpendiculaire sont à éviter. On peut aussi dimensionner ces bâtiments en classe de ductilité H. Donc, dans les bâtiments de classe de ductilité H, dans chaque direction perpendiculaire, tous les murs participant à la stabilité en situation sismique doivent être composés de plusieurs éléments. C'est-à-dire que si on a des murs qui sont posés par des panneaux de 2,40 m, par exemple, il faudra un minimum qu'on ait deux panneaux côte à côte, alors qu'ils peuvent faire un petit peu moins de 2,40 m, toujours en respectant la règle des 1/4 de la hauteur pour la largeur. Mais on doit avoir au moins deux panneaux côte à côte pour pouvoir dimensionner nos bâtiments en classe de ductilité H, et ce, dans chaque direction. Ces éléments segmentés doivent être composés de plus d'un panneau, et chaque panneau devant avoir une largeur supérieure ou égale au quart de la hauteur, et pas plus grande que cette hauteur. C'est-à-dire que si on se dit, pour tricher un petit peu, qu'au lieu de mettre nos panneaux verticalement, on les met horizontalement, on ne peut pas dimensionner notre bâtiment en classe de ductilité H. Les exigences formulées au paragraphe précédent s'appliquent. Voilà. Ici, on a quelques exemples d'assemblage pour reprendre le soulèvement, par exemple, sur deux murs CLT au niveau d'un plancher intermédiaire. Donc, on peut ici venir clouer une plaque face extérieure, rajouter des équerres ici en partie intérieure pour reprendre un complément de soulèvement si nécessaire. Il y a aussi la solution, un peu comme pour les murs ossature bois, de venir mettre des équerres face intérieure. On peut éventuellement le mettre à l'extérieur en fonction des configurations pour reprendre le soulèvement. Et ici, on a un feuillard à l'extérieur pour reprendre le soulèvement et des équerres ici, par exemple, régulièrement réparties pour reprendre les efforts de cisaillement. En pratique, à quoi cela correspond? On a ici donc des assemblages qui reprennent le soulèvement disposés normalement au niveau des ouvertures,
Et donc ici, on doit avoir certainement une fenêtre à ce niveau-là et une fenêtre ici, et des assemblages avec des équerres un petit peu plus petites, répartis le long du mur pour reprendre les assemblages et les efforts de cisaillement. C'est ce qu'on peut voir ici, par exemple, en pied de ce panneau CLT. On a des ancrages anti-soulèvement à gauche et à droite de chaque ouverture et des équerres disposés le long du mur pour reprendre les efforts de cisaillement. Et on a ici quelques exemples d'assemblage aussi qui peuvent être appliqués sur la face d'un radier, par exemple, enfin pas d'un radier, mais d'une dalle béton. Ici, on a des exemples de joints, soit entre panneaux de plancher, soit entre panneaux de mur, côte à côte. Donc, ça peut être soit en décaissant ici le CLT, en mettant une planche en la vissant, soit en faisant ce principe-là des deux côtés, soit en faisant ici des assemblages en quinconce, soit en venant disposer des vis entre les panneaux. On a ici un exemple d'assemblage de mur CLT dans un angle de mur. Et on va en arriver à la conclusion. Quels sont donc les points clés de la conception d'un bâtiment en structure bois? Une bonne conception sismique en bois, ça commence déjà par une bonne conception géométrique. Donc là, ça concerne la première partie du document, notamment la régularité en plan, la régularité en élévation, essayer de bien disposer les contreventements de part et d'autre, enfin, tout autour de notre bâtiment, pour que ça soit réparti de manière assez unie, si on peut dire. Les règles importantes et primordiales pour les bâtiments en ossature et en CLT. Donc, la règle à travailler, c'est la largeur des murs travaillants, donc, que l'on peut utiliser au contreventement, doit être supérieure à un quart de la hauteur. Donc, on retient que pour un niveau de 2,40 m, il faut au minimum que nos murs pleins fassent 60 cm pour qu'ils soient considérés comme contreventant au séisme. Il faut prévoir, dans la mesure du possible, à minima 2 murs pleins par mur de façade ou de refend, limiter la torsion et les irrégularités en élévation, multiplier les éléments de contreventement, tout ça pour diminuer les efforts dans chacun de ces éléments, que ce soit des murs ou des croix de Saint-André, et limiter les charges en hauteur. Typiquement, un bâtiment en ossature bois sur lequel on voudrait mettre une toiture végétalisée, si par exemple on a un bâtiment qui est totalement vitré, sur lequel on ne veut ni pas de croix de Saint-André, pas de mur plein en façade, et qu'on veut mettre une toiture végétalisée en toiture, c'est un cas extrêmement défavorable qui va entraîner des surdimensionnements, voire des impossibilités de contreventer de ce bâtiment. Voilà, donc si on retient que si on veut mettre des charges en toiture ou si on a un bâtiment de plusieurs étages, il faut quand même multiplier les éléments de contreventement en façade et globalement multiplier les éléments de contreventement. Le coefficient de comportement Q, comme on l'a vu avant, est imposé par le type de structure. Attention donc, il faut surdimensionner les ancrages non dissipatifs selon la classe de ductilité et vérifier le mode de rupture des assemblages pour que ce mode de rupture soit ductile ou fragile en fonction du type d'assemblage. Attention, ce point-là est un point très important et qui est aujourd'hui très peu traité dans la réalité. Souvent, il est oublié de surdimensionner ces assemblages. On reprend l'effort que nous donne le logiciel, sauf que les logiciels aujourd'hui, en tous les cas pour ceux que je connais, ne prennent pas en compte ce coefficient de surdimensionnement des assemblages. Et il faut donc optimiser au maximum le taux de travail d'écouturage des murs ossature bois afin de les faire travailler en rupture ductile. Attention, un point clé qui est souvent récurrent en structure bois et en charpente métallique, vérifier que les descentes de charge que les charpentiers ou les bureaux d'études bois donnent sont cohérentes et qu'elles n'engendrent pas de surcoût sur les fondations. On a eu des projets où un charpentier avait une structure bois très légère avec très peu de croix de Saint-André. Cependant, il nous a ramené 20 tonnes de soulèvement au niveau de la fondation. Et donc, il nous a envoyé cette descente de charge avec 20 tonnes de soulèvement. Il faut savoir que si on a 20 tonnes de soulèvement au pied d'un mur ossature bois, il faut compter à peu près 8 mètres cubes de béton à minima, parce qu'il y a un problème de soulèvement, mais aussi un problème d'effort horizontaux, pour la fondation. Donc, 8 mètres cubes, c'est plus d'une toupie de béton coulée dans un trou, juste pour reprendre le soulèvement d'une croix de Saint-André. Alors que si on avait ajouté une ou deux autres croix de Saint-André sur notre bâtiment, on aurait pu limiter la torsion et aussi limiter l'effort de soulèvement retrouvé dans notre bâtiment. Quelques vérifications simples à faire sur chantier pour savoir si le sismique a été pris en compte. C'est des petits éléments, mais ça peut permettre de savoir si ça a été étudié. Y a-t-il des assemblages anti-soulèvement au droit des ouvertures? Donc, comme on l'a vu juste avant, est-ce qu'on trouve des équerres anti-soulèvement au droit, à gauche et à droite des portes, à gauche et à droite des fenêtres? Je vais vous montrer une petite image juste après que j'ai trouvée juste avant la réunion.
Y a-t-il des assemblages de reprises de cisaillement répartis le long du mur, donc soit des équerres pour des murs en CLT, soit des chevilles régulièrement réparties pour des murs en ossature bois? La liaison entre les éléments de contreventement est-elle suffisante? Vis ou non? Donc, est-ce que les murs vous semblent quand même régulièrement vissés par des grosses vis, des tiges filetées entre eux sur le niveau? Pour les structures poteau-poutre, les croix de Saint-André sont-elles bien mises en œuvre, tendues et intègres? Donc tendues, si on utilise des câbles, il faut quand même s'assurer au moment où on met les croix que celles-ci soient un minimum tendues. Et intègres, il faut faire attention parce que des fois, le charpentier pose des croix de Saint-André et les gens, par exemple, qui viennent poser les réseaux après, trouvent une croix de Saint-André sur le passage de leur réseau et donc mettent un coup de disqueuse dedans. Ce qui implique que notre croix de Saint-André, une fois qu'elle a été coupée, n'a plus aucune fonction de croix de Saint-André, en tous les cas dans une direction, et donc le contreventement de notre structure n'est plus assuré. Donc faire attention à ça, c'est quelque chose qu'on voit très régulièrement et qui peut avoir des conséquences assez énormes sur notre bâtiment. Et en général, les joints de dilatation sont-ils bien respectés par la structure et le second œuvre? C'est-à-dire, est-ce que le joint de dilatation n'a pas été comblé par du béton, ce qui peut arriver, du béton ou des cales bois, par exemple, qu'on met pendant la phase chantier pour maintenir la largeur de notre joint de dilatation. Il faut bien enlever ces cales à la fin de la construction. Et attention aussi pour le second œuvre, on ne peut pas avoir de cloison plaque-au-plate, par exemple, qui traverse un joint de dilatation ou un plafond qui file sur un joint de dilatation pour le cacher, parce que la fonction du joint de dilatation n'est plus assurée. Il faut donc que le placo ou les cloisons s'arrêtent de part et d'autre du joint et qu'on ait un couvre-joint qui soit fixé uniquement d'un côté de ce joint de dilatation pour permettre un glissement de la largeur imposée par le joint de dilatation de part et d'autre de ce joint de dilatation. Je vous ai mis ici les principaux documents qui ont été utilisés pour la réalisation de ce diaporama. Vous trouverez notamment pas mal de publications du SCBA, dont je suis très largement inspiré ici. Vous pourrez les trouver, normalement, ils sont en téléchargement gratuit sur Internet. Et globalement, même si ça ne concerne pas que la conception sismique, il y a des guides accès ASCEN Eurocode 5 qui ont été édités, qui sont disponibles au téléchargement, qui résument un petit peu tous les principes de conception de la structure bois, tout comme les Glulam Handbook qui sont en 3 volumes de plusieurs centaines de pages, qui sont téléchargeables gratuitement et qui rappellent volume par volume les principes de conception. Et après, on a des principes de dimensionnement et des principes de calcul. Donc, c'est vraiment des bouquins qui peuvent intéresser charpentiers, ingénieurs comme architectes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et juste avant de finir la présentation, voilà, j'ai trouvé ici une petite image d'un article qui a été diffusé par Simpson, donc, qui fait des assemblages de charpente. C'est un article qui date du 27 novembre, si je ne me trompe pas. On voit ici un bâtiment qui a été fait en CLT et on voit clairement, donc ici, il y a des feuillards métalliques qui ont été utilisés pour être cloués face extérieure du bâtiment. Qu'au droit de chaque ouverture, on a des feuillards qui sont disposés verticalement pour reprendre les efforts de soulèvement. Et ici, en pied de notre bâtiment, on a des équerres anti-soulèvement et On ne voit des pas entraves. l'image, Pardon? monsieur. On a un carré, on ne voit pas l'image. Je ne sais pas si Autant pour moi, si c'est parce que j'ai dû partager. je Hop là, préfère vous voyez? Ah, là, voilà, on voit. Très bien, merci. Voilà, Donc, autant voilà. pour moi, désolé. Donc voilà, c'est disponible sur le site de Simpson, ça a été publié, voilà, appréhender la complexité des ouvrages CLT. Mais voilà, c'est un principe qu'on peut retrouver sur des bâtiments en ossature bois. Alors, on a rarement des feuillards extérieurs pour les ossature bois. En tous les cas, ils sont plus petits. Mais on voit bien qu'au droit de chaque ouverture, on a des éléments qui sont destinés à reprendre le soulèvement. Et ici, voilà, on a des équerres qui reprennent le cisaillement et des éléments qui reprennent le soulèvement. Et ça, c'est une conception qu'on retrouve globalement sur tout ce qui est structure ossature bois et CLT, avec des principes d'assemblage un peu différents en fonction des structures. Mais si vous n'avez aucun de ces éléments sur votre chantier, il y a lieu de se poser la question de savoir si un calcul sismique ou une conception sismique a vraiment été étudiée. Donc voilà, voilà, vous avez quelques exemples d'ancrage anti-soulèvement et de reprise d'effort. C'est assez intéressant, ça vous permet d'avoir quelques cas pratiques. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation. Très bien, merci beaucoup. C'était une présentation très claire, très bien illustrée et surtout très bien expliquée. Tous les schémas, on a bien compris comment ça fonctionnait avec vos explications.
Donc, votre discours a suscité pas mal de questions. On a près d'une vingtaine, 25 questions. Donc, on va essayer d'en traiter quelques-unes de suite. Et si jamais on n'a pas le temps de les aborder dans l'ensemble, on vous enverra, à vous les participants, les réponses dans les jours qui suivent. Oui. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que votre présentation, Monsieur Humbert, sera en ligne sur notre site internet, donc tous les participants pourront la télécharger. Je pense notamment à rappeler ceci avec votre page bibliographie, donc qui permet aussi de recenser quelques ouvrages intéressants. Oui, Donc tout à fait. voilà. Alors, on va commencer avec les questions. Continue avec les questions. Donc, première question, une question concernant le coefficient de surrésistance. Donc, Oui. la personne nous dit qu'on a une valeur de 1,3. Est-ce qu'elle est réellement suffisante compte tenu de la surrésistance importante des couturages et de leur dispersion? Est-ce que cette valeur a-t-elle été confirmée de manière expérimentale? Question Alors, assez précise. ça, c'est le guide de justification des bâtiments en bois lamellicolé et de situation au séisme du FCBA, si je ne me trompe pas, qui précise ce coefficient. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est assez flou parce que, comme on peut le voir, si on parle de dimensionnement d'ancrage ou dimensionnement de diaphragme, on n'a pas forcément exactement le même coefficient qui est appliqué. Donc moi, aujourd'hui, personnellement, dans mes dimensionnements, je fais un mix entre le coefficient oméga et le coefficient gamma RD. Je vais essayer de retrouver la page avec la formule. Tac, 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 qui doit être là. Voilà, j'applique cette formule-là. Et cette formule-là, en fait, prend en compte le fait qu'on a une surrésistance du couturage de nos panneaux ossature bois, parce que ce coefficient oméga, en fait, divise l'effort appliqué à notre diaphragme par la résistance du voile, ou inversement. C'est ça, il divise l'effort appliqué par la résistance du voile. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises, c'est l'inverse. En fait, on divise la résistance du voile, donc la résistance de notre couturage, par l'effort qui lui est appliqué. Donc, dans ce cas-là, 10 divisé par 5. Et en fait, ce coefficient gamma RD de 1,3, il va être multiplié par ce rapport de 10 sur 5, donc par 2, ce qui fait que notre assemblage prend en compte la surrésistance de notre couturage, de notre panneau ossature bois, dans son calcul, justement pour prendre en compte cette surrésistance du couturage et d'adapter, moduler la surrésistance de notre assemblage. Voilà. D'accord, merci pour la précision et le rappel avec votre diapo. Donc, question suivante. Est-ce qu'un bâtiment ossature bois, enfin un bâtiment destiné à un usage de logement collectif ayant 3, 4 ou 5 niveaux, est-il envisageable en zone sismique 5? Donc je pense que c'est quelqu'un des Antilles peut-être qui pose la question. Je ne sais Alors, pas si c'est un domaine que du coup vous connaissez, la zone sismique 5. alors personnellement, je n'ai pas fait de bâtiment en zone sismique 5. Cependant, je sais qu'il y a des pays dans lesquels la conception des bâtiments en ossature bois, notamment au Canada, est limitée à un certain nombre de niveaux. On sait que, par exemple, un bâtiment en ossature bois contreventé par des panneaux d'OSB de mémoire ne peut pas être supérieur à 4 niveaux, si je ne me trompe pas, c'est peut-être un peu plus ou un peu moins, mais c'est clairement défini. En France, aujourd'hui, nous n'avons pas de limite. La seule limite est de pouvoir le dimensionner. Sachant que globalement, quand on a des bâtiments en ossature bois qui dépassent les R+1, donc un rez-de-chaussée et un premier étage, certes, il faut multiplier les éléments de contreventement, mais on va aussi devoir dimensionner tout ce qui est éléments, tout le montant de murs ossature bois qui en compression reprennent des efforts beaucoup plus importants. Et donc, aujourd'hui, globalement, ce qu'on voit, c'est qu'on peut tout à fait faire des bâtiments, que ce soit en zone sismique 5 ou zone sismique 4, des bâtiments avec beaucoup d'étages en ossature bois. Par contre, généralement, quand on augmente en étage, on s'oriente le plus généralement, mais je vous avoue ne jamais avoir été confronté à ce cas-là, on s'oriente plus vers des structures poteaux-poutres contreventées par des croix de Saint-André, ou alors des bâtiments en CLT, parce que sur le bâtiment que je vous ai montré avant, je ne sais pas si c'est un bâtiment qui a été fait, si c'est le bâtiment de Grenoble ou pas, mais il y a la livraison actuellement d'un bâtiment en CLT à Grenoble qui fait 6 ou 8 étages. Et donc, en fait, les panneaux en CLT étant des panneaux en bois massif, ils peuvent reprendre des efforts qui sont quand même plus conséquents que
des murs ossature bois qui sont limités au bout d'un moment par la largeur des montants d'ossature. Donc ça peut être envisageable. Par contre, au niveau des assemblages, si on se retrouve à avoir des assemblages qui sont beaucoup trop importants, on va avoir une conception qui sera peut-être un peu différente, qui mixera le système constructif. Ça marche, merci. Alors, question suivante. Pour un mur en ossature bois, faut-il surdimensionner seulement les éléments en bois ou aussi les assemblages qui ne sont pas principalement sollicités par les efforts sismiques? En théorie, tous les assemblages qui ne sont pas dissipatifs doivent être surdimensionnés. Alors, j'ai compris le sens de la question, c'est est-ce que les éléments non contreventants doivent être dimensionnés d'un point de vue sismique? De mon point de vue, les éléments qui ne participent pas au contreventement, alors c'est mon point de vue, moi personnellement, j'aurais tendance à ne pas forcément les surdimensionner, mais ça dépend de leur taux de travail. Parce que si on a des éléments qui ne participent pas au contreventement, mais qui en zone sismique travaillent à 99% de leur résistance, il se peut que ces éléments cèdent finalement au séisme en premier. Et si on a des parties du bâtiment qui commencent à s'effondrer avant que notre bâtiment puisse commencer à dissiper l'énergie, tous ces coefficients de surrésistance ne serviront plus à rien. Donc j'aurais tendance à dire que oui, il faut appliquer ce coefficient à tous les éléments de la structure. Voilà, pour pas qu'on ait les parties du bâtiment qui cèdent avant que les éléments contreventants puissent travailler, tout simplement. Ça forme un ensemble résistant, quoi. Exactement. Très bien, merci. Alors, je me permets d'enchaîner avec les autres questions. Quel est le rapport coût-avantage entre une structure en bois et une structure en béton armé en zone sismique? Enfin, la personne précise avantage en termes de protection parasismique. Quels sont l'avantage par rapport à une structure béton? Alors, d'un point de vue coût, je ne pourrais pas trop vous éclairer parce que n'a pas de service économie de la construction directement en interne ici. Par contre, je sais que d'un point de vue sismique, alors tout dépend des masses qu'on a sur notre bâtiment, mais globalement, les bâtiments en structure bois sont des bâtiments qui fonctionnent très bien en zone sismique parce que ce sont des bâtiments légers et qui permettent de dissiper énormément d'énergie. Maintenant, si on veut faire un bâtiment de 7 niveaux en coulant des chapes en béton à tous les niveaux et en mettant une toiture végétalisée, en mettant des cloisons en aglo, enfin voilà, si on veut vraiment avoir un bâtiment qui soit très lourd, très haut, le bâtiment ossature bois ne sera pas forcément le plus judicieux. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de mixer les systèmes constructifs. Typiquement, aujourd'hui, ce qui fait sur les bâtiments CLT, alors le CLT est encore assez coûteux aujourd'hui parce que de plus en plus utilisé, mais pas encore suffisamment pour avoir des coûts qui soient extrêmement intéressants. Et c'est qu'on fait des cages d'ascenseurs en béton dans lesquelles on va ramener des efforts de contreventement qui seront très importants. Mais le béton, étant donné que la cage d'ascenseur ou d'escalier va être de forme carrée ou rectangulaire, va pouvoir reprendre des efforts assez importants. Et ensuite, on fait tous les diaphragmes en CLT, par exemple, et un système de poteau-poutre. Et à ce moment-là, c'est en mixant les systèmes constructifs qu'on obtient souvent les meilleurs systèmes de contreventement. Après, il faut retenir globalement que sur une petite maison en ossature bois, si on se dit je vais mettre un petit cube en béton à l'intérieur de ma maison pour contreventer la structure, il y a deux désavantages. C'est que déjà le coefficient de comportement qu'on va devoir prendre est celui du béton et pas celui du bois. Donc la plupart du temps, si on descend globalement un coefficient Q qui est à 1,5. Et en plus de ça, la structure béton étant beaucoup plus rigide et pas souple du tout par rapport à la structure bois, c'est la structure béton qui va reprendre tous les efforts et les autres éléments de structure finalement ne vont pas travailler en contreventement. Donc voilà, il faut essayer de garder quand même une homogénéité dans les coefficients de comportement. Et après, sur des très grands bâtiments, on peut jouer comme ça à avoir des gros contrastes entre des noyaux béton très durs et des structures un peu plus souples. Par contre, sur des petites maisons, souvent, c'est assez désavantageux parce qu'on se retrouve finalement avec des murs ossature bois qui reprennent très peu d'efforts et des murs béton qui prennent énormément d'efforts. Et en plus, il devient compliqué de dimensionner les assemblages qui lient le béton au bois parce qu'on doit reprendre 10 tonnes, 15 tonnes, 20 tonnes sur les 2 mètres de mur. Donc, ça devient compliqué, d'autant plus que ça entraîne des phénomènes de renversement et de cisaillement sur les murs béton, ce qui entraîne un surferraillage et un surcoût sur les fondations. Donc, il n'y a pas de règle générale, mais voilà, il faut essayer d'avoir une conception qui soit un peu homogène, en tous les cas pour les bâtiments les plus simples, et essayer de conserver des systèmes constructifs assez équivalents pour l'ensemble du bâtiment. Merci.
Alors, question suivante, concernant la période fondamentale d'un ouvrage. Est-ce qu'une limite supérieure est donnée afin d'éviter un sous-dimensionnement de la structure? Alors là, là-dessus, je pense pas pouvoir vous répondre. L'objectif, quand on dimensionne un mur ossature bois, c'est donc on va lui appliquer les accélérations elles sont vues ici. Quand on fait une analyse modale, on va secouer nos bâtiments suivant certaines fréquences et on va essayer qu'il y ait un maximum de masse de notre bâtiment qui soit agité pour être sûr que le jour où il y a un séisme, eh ben, on aura modélisé une de ces périodes de vibration pour avoir l'effort appliqué au séisme. Si le sens de la question est quelle masse de notre bâtiment il faut secouer, on va dire, il faut agiter au sismique, l'Eurocode aujourd'hui demande à ce que quand on modélise un bâtiment, la masse minimum agitée du bâtiment soit de 90 ou 95%. Je crois que c'est 90% si je ne me trompe pas. Donc il faut que notre modélisation agite la masse de notre bâtiment. Quand on fait la somme de toutes les masses agitées dans tous les modes, ça peut être 20 modes, mais sur des structures un peu plus complexes, ça peut être 100 modes, 200 modes. Il faut que la somme des masses agitées de notre bâtiment soit supérieure à 90% de la masse totale du bâtiment. Je ne sais plus si c'est 90 ou 95, c'est donné de mémoire dans l'Eurocode 8, dans la première partie. Voilà, l'objectif, c'est que notre modélisation agite un maximum de masse pour qu'on soit sûr d'avoir traité le plus de modes de résonance possible de notre bâtiment. D'accord, merci. Et surtout, s'il y a des questions que vous préfériez répondre par écrit ultérieurement, n'hésitez pas à me le faire savoir. Bah après, s'il y a encore des flous, il faudra m'envoyer un mail, je tenterai d'y répondre. Oui, voilà, je vous transmettrai les mails si on a d'autres demandes. Alors, question suivante. Concernant le couturage des murs à ossature bois, quels sont les types de pointes qui permettent de garantir une ductilité suffisante, si selon l'Eurocode 8 ou voilà, des précisions Alors, par rapport à ce sujet? aujourd'hui, concernant les pointes, ce qui est préconisé par l'Eurocode 8, c'est que les pointes qui soient utilisées soient des pointes annelées. Donc, c'est des pointes qui ont des petits crans anti-retour, on peut dire, le long de la pointe, pour pas qu'elles puissent être enlevées par arrachement, contrairement à des pointes lisses qui ont une résistance à l'arrachement qui est très faible. Et il est aussi préconisé imposé que le diamètre de ces pointes soit inférieur à 3,1 mm. Voilà. Après, on peut utiliser, à partir du moment où c'est de la pointe annelée, globalement, la pointe annelée de mémoire va de 1,5 à 3,1 mm de diamètre. Et après, on peut faire varier le couturage. Comme on l'a vu tout à l'heure, le couturage est au minimum de 150 mm sur la périphérie des panneaux. Mais on peut faire descendre cette valeur de mémoire. On est limité à 150 mm d'anthrax sur la partie, le montant central, ce qui fait que le couturage sur la périphérie des panneaux ne peut pas aller en dessous de 75 mm. En tous les cas, c'est comme ça que j'interprète la norme. Voilà. D'accord. J'en profite que vous ayez parlé d'arrachement pour poser la question suivante. Quelle est la différence entre le soulèvement et l'arrachement? Peut-être une précision à ce sujet? Alors en fait, tout dépend de quoi on parle, mais finalement, le soulèvement d'un mur ossature bois ou d'un poteau, donc c'est un mur qui littéralement va se soulever, qui va basculer sur lui-même dans son sens, finalement, comme on peut avoir ici, si on a une feuille, un bâtiment, si on lui applique un effort horizontal en tête, on a un des côtés qui va venir se soulever. Et donc cet effort de soulèvement va se traduire par un effort de traction qui va venir, alors arracher, ça veut tout et rien dire, mais qui va venir finalement soulever l'élément qui est situé en dessous, que ce soit un mur, une fondation ou un soubassement béton. Et donc, c'est cet effort qu'on peut appeler l'effort d'arrachement, tout simplement parce qu'on va venir tirer perpendiculairement à cet élément pour reprendre notre effort de soulèvement. Donc, en fait, c'est du soulèvement qui se traduit par un effort de traction. Après, en fonction du type d'assemblage qu'on choisit, cet effort de traction, il peut être transmis directement à une fondation ou alors il peut être transmis par des équerres et repris en cisaillement. Voilà, en fonction si on utilise des équerres, des ancrages anti-soulèvement, des tiges ancrées dans la fondation. Voilà, c'est qu'une histoire de comment est-ce qu'il est repris notre effort de soulèvement.
globalement, il faut se rappeler que si notre mur a tendance à se soulever, on va venir soulever l'élément qui est en dessus, donc on va venir tirer sur l'élément qui est en dessous. Et donc, c'est cette jonction entre ces deux éléments qu'il va falloir assurer de manière efficace. D'accord, merci pour ces rappels de définition des deux termes. Question suivante, on a encore un petit peu de temps. Donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer... alors, attendez. Ah oui, est-ce que vous pourriez nous expliquer dans quel cas la charpente stabilise les murs et dans quel cas ce sont les murs qui stabilisent la charpente et au niveau d'un point de vue économique aussi, comment ça se passe? Alors ça, c'est un sujet qui revient très souvent et c'est un problème qu'on a en charpente comme en béton. C'est que souvent les charpentiers dimensionnent leur charpente en donnant des efforts horizontaux au bureau d'études béton. Et les bureaux d'études béton dimensionnent leur mur en considérant que c'est la charpente qui contrevente leur mur. Donc la meilleure réponse à cette question est de se concerter avec le bureau d'études structure béton. Parce que par exemple, si on a des bâtiments béton sur des gymnases qui font 10 mètres de haut, il est fortement intéressant de contreventer ces murs béton par la charpente. On a le cas souvent aussi dans des magasins où c'est des structures poteaux-poutres, où la charpente contrevente souvent, en fait, tout dépend de comment cela est conçu, mais si on a des murs béton qui sont très hauts ou des poteaux qui sont très hauts, il faut demander au bureau d'études béton s'il a besoin qu'on contrevente ces murs. Et si la charpente, elle, n'est pas capable de reprendre des efforts, il faut en informer le bureau d'études béton pour qu'il dimensionne ces murs en fonction. Sachant que généralement, si un mur béton ne peut pas être contreventé par la charpente, il va devoir être encastré, ce qui va augmenter fortement son épaisseur et son ferraillage. Donc, souvent, alors il n'y a pas de règle valable tout le temps, mais souvent, il est intéressant quand même de contreventer une partie de la structure béton avec la charpente. Et alors, il y a des règles de calcul. Souvent, on nous dit qu'il faut prendre telle masse du mur ou telle masse de la charpente à contreventer par le béton ou inversement. La méthode la plus efficace et la plus simple est de faire une modélisation globale. Parfois, alors, elle peut être simplifiée sans forcément représenter toutes les pannes, tous les éléments. Mais voilà, faire une modélisation globale de notre bâtiment pour savoir exactement quels efforts transitent dans notre charpente. Donc, d'un point de vue économique, ça dépend évidemment de la hauteur du mur à contreventer, de la conception qui a été faite sur les murs béton. Mais voilà, il faut se concerter et c'est un peu ce que j'essaie de dire au niveau des soulèvements des fondations dans ma conclusion, c'est qu'il faut se concerter avec le bureau d'études béton parce que des fois, se venir accrocher sur le béton en fonction de la conception du béton, si par exemple on a des murs et une dalle béton qui fait diaphragme et qu'on vient ramener, je sais pas, 500 kg, une tonne d'efforts horizontaux au niveau d'une dalle, c'est assez facile à reprendre d'un point de vue structure béton. Par contre, si on a un mur béton de 10 mètres de haut et qu'on vient tirer 30 tonnes en tête du mur, à ce moment-là, la conception est à revoir pour que la charpente soit autostable, voire qu'elle stabilise les murs béton. Voilà, donc c'est un peu un mix des deux à faire et l'interaction entre le bureau d'études béton, le bureau d'études charpente, mais aussi l'architecte en amont est importante pour limiter au maximum les mauvaises surprises en fin de conception ou en exécution. Du coup, je vais prendre peut-être deux dernières questions avant de clôturer cet atelier. Alors, que préconisez-vous comme coefficient de comportement pour une structure mixte poteau-béton encastré en pied, travaillé en pendule inverse, plus charpente bois triangulé type plateforme logistique? Alors là, c'est une question extrêmement précise. Je me doute. Et là, j'aurais pas tout simplement, puisque je ne suis pas un spécialiste du béton, c'est mes collègues de bureau qui le sont plus que moi. Dans ces cas-là, il faut prendre les tableaux qui sont ici pour la charpente bois et les tableaux qui sont un peu identiques pour le béton. Et globalement, on prend le coefficient de comportement qui est le plus bas, puisque c'est toujours le coefficient de comportement le plus bas qui doit s'appliquer. Et évidemment, on vérifie toujours si notre structure est régulière en plan ou régulière en élévation parce qu'on peut prendre le coefficient le plus bas. Par exemple, ça sera 2 dans ce cas-là, alors à vérifier, mais si on prend un coefficient 2 mais que notre structure est irrégulière en plan, il faudra diminuer de 20% ce coefficient de comportement, que ce soit en béton ou en bois. Sachant que la valeur plancher à prendre en compte,
pour ce coefficient Q est de 1,5. Donc, si vous avez un coefficient 1,5, vous n'êtes pas obligé de diminuer de 20% votre coefficient de comportement Q. Donc là, il faut prendre les deux tableaux qui sont donnés dans l'Eurocode 8. Donc ça, c'est le tableau du bois, mais il y a de mémoire, il y a le tableau identique pour le béton, et il faut prendre la valeur minimale. D'accord, merci. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même quelques questions techniques. Donc, voilà, je vais en prendre une dernière et les autres, je vous les transmettrai par mail Oui, pour bien sûr. que vous puissiez rédiger une réponse. C'est une question concernant les essences de bois. Est-ce qu'il y a des essences à privilégier d'un point de vue parasismique ou en fonction des régions? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce sujet? À ma connaissance, il y a peut-être entre le résineux et le feuillu, donc par exemple entre du sapin et du chêne, des modes de rupture qui sont un petit peu différents au niveau des assemblages. Nous, on dimensionne quand même très peu de structures en feuillu, donc en chêne, simplement parce que ça coûte déjà assez cher. Il faut vérifier en fait le mode de rupture de nos assemblages. Après, du bois feuillu a tendance à être un petit peu plus lourd, un petit peu plus dense que du bois de résineux. Enfin, du chêne va être plus lourd que du bois de résineux. Donc, même si c'est un petit peu à la marge, le poids propre de notre structure va augmenter un petit peu. Et si on augmente un petit peu la masse, on va augmenter l'effort sismique. Après, je ne suis pas sûr que ça change fondamentalement les efforts dans notre structure. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est vérifier le mode de rupture de nos assemblages qui sont, à mon avis, un petit peu différents pour un assemblage identique en résineux et en feuillu. Mais à ma connaissance, l'Eurocode ne parle pas d'utilité spécifique en fonction du type de bois, si ce n'est la résistance en flexion, en traction perpendiculaire, qui sont données pour la vérification standard d'un élément bois. Donc, voilà, du sapin ne sera, à ma connaissance, du sapin n'est pas meilleur que du Douglas ou voilà, il n'y a pas de. Et on peut faire un peu avec plusieurs essences du parasismique. Ça, à partir du moment où nos assemblages sont dimensionnés et surdimensionnés comme dit avant, c'est ces éléments-là qu'il faut vérifier. Après, je ne pense pas qu'il y ait une différence de coût majeure entre deux essences de bois. Voilà. Si ce n'est D'accord. le prix du bois en lui-même En brut. qui sont Oui. utilisés. Voilà. D'accord. Bon, eh ben, merci beaucoup pour déjà pour votre présentation. Merci pour avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Je pense que vous n'avez pas eu le temps de voir, mais dans la conversation, il y a eu beaucoup de remerciements aussi pour votre présentation, donc qui était voilà très très enrichissante et je le partage. Donc merci encore une fois d'avoir bien accepté de participer à ce cycle de web atelier et d'avoir fait réaliser cette présentation. Nous remercions également l'ensemble des participants, donc beaucoup de participants qui se sont inscrits à l'ensemble des ateliers. Donc, merci de nous avoir suivis sur tous ces webinaires. Donc, nous réaliserons le prochain webinaire et le dernier, enfin l'ultime webinaire mardi prochain qui portera sur le confortement de l'existant en parasismique, bien sûr. Donc voilà, encore une fois, merci à tous et puis à bientôt pour ceux qui souhaitent s'inscrire au dernier atelier en ligne. Et voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au Merci à revoir. vous. Au revoir.